L'histoire commence par la présentation d'un élève de 9e nommé Mofan, après avoir passé un examen d'entrée au lycée. Les examens ne sont généralement pas trop un problème pour Mofan, mais cette fois, il s'agit de magie. Il explique qu'après s'être endormi en portant un pendentif, tout avait changé et tout était devenu plus magique. D'autres étudiants discutent de la difficulté de l'examen, mais un étudiant nommé Bay dit que c'était trop facile pour lui, et ce qui est vraiment important, c'est le talent qu'ils recevront lors de l'éveil magique. Toute la famille de Bay a le talent de la glace, donc c'est pratiquement une chance qu'il le fasse aussi. Mofan déplore qu'il ait étudié pendant 3 mois d'affilée, mais l'examen couvrait 9 ans de matière. Son père Sin lui dit de ne pas s'inquiéter, car il lui a trouvé un travail de chauffeur bien rémunéré. Mofan explique qu'il veut toujours être mage, mais son père pense que ses résultats aux examens ne seront pas assez élevés pour répondre aux conditions d'admission. Mofan est cependant déterminé et convainc son père lorsqu'il dit qu'il deviendra un grand mage respecté de tous. Plus tard, l'ami Alors qu'il marche, il aperçoit son père alors qu'il supplie un homme puissant nommé Mui de convaincre l'école d'admettre son fils. Mui dit qu'échouer à l'examen était déjà assez grave, mais ce qui est pire, c'est que Mofan avait une fois tenté de s'enfuir avec l'héritière de sa famille, Ningxu. Sin s'excuse pour cela, disant qu'ils ont été retrouvés rapidement et que rien de mal n'en est résulté. Il explique qu'il a servi la puissante famille Mu pendant de nombreuses années et que Mofan envisage sérieusement de devenir mage. Mui dit qu'il est un échec et s'il avait voulu que Mofan réussisse, il aurait dû mieux l'éduquer. Sin dit qu'il fera tout pour aider son fils et Mui accepte de l'aider s'il lui promet sa maison. Cette nuit-là, Mofan apprend la bonne nouvelle mais connaît la vérité. Car son père explique qu'il louera la maison pendant que Mofan vit à l'école. Son père révèle également que Ningxu est enfin revenu. Mais Mofan dit que tout ce qui l'intéresse maintenant, c'est d'étudier la magie pour gagner beaucoup d'argent pour aider leur famille. Cette nuit-là, il se souvient du moment où Ningxu lui avait demandé de partir avec elle, car elle préférait être ailleurs que chez elle. Après avoir été retrouvée, Sin tente de prendre le blâme et d'épargner Mofan, qui n'est qu'un enfant de la punition. Mu Zhao dit cependant qu'il avait séduit et kidnappé Ningxu, et menace de se casser les jambes une par une s'il la revoit. Quelques jours plus tard, certains étudiants discutent de la façon dont tout le monde aura son réveil magique ce jour-là, et comment ils souhaitent tout que le feu devienne leur talent, même si c'est extrêmement rare. En classe, un enseignant remet aux élèves un badge qui changera de couleur après leur réveil en fonction de leur talent. Un autre étudiant se moque de Mofan pour n'être là qu'en raison d'une faveur, et se moque de la façon dont ce sera embarrassant s'il ne peut pas éveiller un talent. Bay est un autre membre de la famille Mu et est le premier à avoir son réveil. Sans surprise, il reçoit le talent de glace et le professeur explique que les étoiles sur l'insigne montreront la force de leur talent. De plus, les 7 étoiles ne sont généralement pas remplies, mais Bay a réussi à commencer tout de suite avec une étoile, ce qui signifie qu'il est exceptionnel. Le reste des étudiants reçoivent leur talent et personne d'autre ne parvient à obtenir ne serait-ce qu'une étoile comme Bay. C'est au tour de Mofan et tous les élèves se moquent également de lui, en expliquant que même si vous avez reçu un faible talent, vous êtes toujours meilleur que Mofan. Mofan touche l'orbe et supplie de recevoir quoi que ce soit, car ce serait mieux que d'échouer. Lors de son réveil, Mofan voit la couleur violette, mais n'a jamais entendu parler d'un talent correspondant. Les élèves deviennent excités, mais c'est pour quelqu'un d'autre dans une classe à part, puisqu'une personne a reçu un talent éclair, qui ne se produit qu'un réveil sur 1000, et est le plus puissant. Mofan est laissé tout seul en classe lors de son réveil, alors que l'orbe change de couleur. Mofan ouvre les yeux pour voir qu'il est seul et surpris de voir que son orbe a changé. Il commence à se demander s'il a réveillé à la fois le feu et la foudre lorsque l'intimidateur revient en classe. Il se moque de lui pour être toujours là, mais est choqué de voir qu'il a réveillé le rare talent du feu. Cependant, Mofan ne peut s'empêcher de rire, car il sait qu'il a en fait réveillé 2 talents rares, et comment les mâchoires de tout le monde tomberaient s'il savait qu'il avait réveillé le talent de foudre en premier. Il prévoit avec enthousiasme de le cacher pendant un moment, et de le leur révéler au moment parfait. 2 mois plus tard, Monsieur Chan explique comment il y a 7 étoiles qui tournent autour de chacun de leurs systèmes stellaires. Leurs mouvements sont aléatoires et les étudiants doivent se concentrer sur leur contrôle en suivant des orbites strictes. S'ils parviennent à le faire, ils auront terminé leur libération magique. Cependant, après avoir fait des progrès, lorsqu'ils perdent le contrôle d'une étoile, ils devront recommencer. B est alors invité à démontrer et révèle qu'il est maintenant capable de contrôler 5 étoiles, ce qui apparaît également sur son badge. B est l'apprenant le plus rapide parmi tous les étudiants, car les autres ont à peine réussi à contrôler 3 étoiles.
Monsieur Chan leur rappelle que leurs progrès dépendront à la fois de leurs capacités et de leurs efforts. L'intimidateur de la classe se moque une fois de plus de Mo-Fan pour n'avoir qu'une seule étoile, en supposant que cela signifiera qu'il échouera à l'examen de fin d'année. Allant même jusqu'à se moquer de la façon dont sa famille a dû vendre sa maison pour le faire entrer à l'école. Les autres étudiants sont également impolis, affirmant qu'ils se sentent mieux à propos de leurs propres mauvais résultats. Car il est pire que tout. Cependant, une fois qu'il est seul, il explique comment il est vrai qu'il n'a qu'une seule étoile, mais c'est juste pour son talent de feu. Lorsqu'il pratique son talent de foudre, il révèle qu'il n'est qu'à une étoile de terminer sa libération magique. Plus tard, il rencontre sa petite sœur Zinzeya, qui semble bouleversée et cherche à en trouver la cause. Elle dit de ne rien faire car ils sont en infériorité numérique, mais Mo-Fan s'en fiche. Le chef d'un groupe d'intimidateurs explique qu'il lui rendra son fauteuil roulant lorsqu'elle acceptera d'être sa petite amie. Lorsque Mo-Fan arrive à sa défense, le chef explique que Zinzeya devrait être reconnaissante que quelqu'un soit intéressé et qu'elle ne devrait pas être trop difficile compte tenu de son état. L'intimidateur va encore plus loin en disant que cela ne le dérangerait pas de transporter sa sœur, et Mo-Fan ne peut que penser à la façon dont cela doit être le moment où il réussit. Il se concentre sur le contrôle de ses stars et exige qu'elles arrêtent d'insulter sa sœur. Mo-Fan parvient pour la première fois à lancer une puissante attaque éclair. Le groupe comprend maintenant qu'il doit être un mage et demander grâce. Mo-Fan rend le fauteuil roulant de sa sœur et est humble quant à son nouveau pouvoir. Ailleurs, B explique ses progrès à son oncle Mui, qui est très heureux d'entendre parler de sa capacité à contrôler 5 étoiles. Mui explique que la performance de B aux examens finaux sera extrêmement importante puisque l'héritière de la famille Mu sera présente et qu'il doit faire bonne impression. Interrogé sur Mo-Fan, B explique qu'il va très mal car il ne parvient même pas à contrôler une étoile. Et Mui explique qu'il fera expulser Mo-Fan après avoir échoué à l'examen. Cette nuit-là, Mo-Fan pense à la façon dont son père a commencé à travailler à l'extérieur de la ville avec son oncle pour payer ses études. Cependant, cela est extrêmement dangereux car des monstres entourent la ville et son père est impuissant. Il commence à travailler pour faire progresser son talent de feu dans le bain, mais se rend vite compte que ce n'est pas une bonne idée. Par la suite, Zinzé est ravi de voir que son frère maîtrise la magie de la foudre, mais explique qu'il a réussi à le faire en seulement 6 mois et se demande s'il a eu l'aide de la Curie noire. Mo-Fan n'a aucune idée de ce que c'est, et elle explique qu'on lui a appris en classe qu'ils sont une secte qui aide les gens à améliorer leurs compétences plus rapidement. Elle explique qu'il ne ferait jamais ça, et quand il est seul, admet qu'il progresse assez vite. Il craint que les autres commencent à penser qu'il fait également partie de la secte, et a décidé de ne révéler que son talent de feu devant les autres, tout en gardant son talent de foudre comme atout. En classe, tout le monde a un regard idiot sur le visage, et Mo-Fan se retourne pour voir que c'est à cause d'une jolie femme. Elle s'appelle Mistan, elle est leur nouveau professeur de magie pratique, et elle demande à tous les talents du feu de se lever. Mo-Fan se moque de l'intimidateur pour n'avoir qu'une seule étoile, et Mistan fait une démonstration de la magie du feu de niveau 1, appelée Fear Burst. Plus tard, B explique à Mui qu'il ne croit pas vraiment que Mo-Fan échouera suffisamment pour être expulsé de l'école, car cela n'arrive qu'aux étudiants qui obtiennent moins d'un D à l'examen final. Mui explique cependant qu'il a un plan de secours. Il révèle une pierre sombre qui peut absorber l'énergie magique et la lumière de la boule de cristal. L'examinateur pendant le test travaille pour lui et il lui fera appliquer les effets de la pierre noire sur la boule de cristal lorsque ce sera au tour de Mo-Fan d'être testé, s'assurant qu'il échouera. Mui en veut toujours aux méfaits de Mo-Fan envers la famille Mu et jure de le faire payer. Ailleurs, Mo-Fan exerce son talent de feu et explique qu'il ne reste qu'un mois avant l'examen final. Il n'a réussi à contrôler que 5 étoiles, ce qui devrait convenir à l'examen, mais il aimerait mieux performeur afin d'impressionner la famille Mu. Le temps passe vite et Monsieur Chan explique comment se déroulera l'examen final. La boule de cristal mesurera leur pouvoir magique. Plus il brille, plus il possède de pouvoir. Ils recevront des notes en fonction de sa luminosité, allant du meilleur au pire dé. Tous ceux qui reçoivent un dé seront expulsés de l'école. De plus, comme il est impossible pour la plupart d'entre eux de contrôler les 7 étoiles en une seule, ils ne seront pas testés lors de la libération magique. Cependant, si quelqu'un est capable de le faire, il sera transféré dans la classe d'élite où il recevra un bracelet étoile qui l'aidera à progresser. Lors de l'examen, le chef de la famille Mu, Musao, fait un discours aux étudiants et il est expliqué que Ningxu est un étudiant exceptionnel qui a obtenu son diplôme tôt et qui fréquente maintenant un collège de magie. On lui demande de faire une démonstration et étonne tout le monde avec sa démonstration de puissance. Il faut dire aux élèves de se calmer pendant qu'ils discutent tout de leur inquiétude à l'idée qu'ils ne réussissent pas bien.
Cependant, ils sont soulagés de voir que l'examen n'est pas trop difficile après que quelques étudiants aient reçu des A. Zhang se sent assez confiant, alors il demande s'il pourrait essayer sa libération magique, mais échoue. Il se moque de ses camarades de classe, mais se sent rapidement mieux lorsqu'il est encouragé par Madame Tan. C'est alors au tour de Bai, il impressionne la classe lorsque la boule de cristal brille de 1000 feux et que Monsieur Chan lui donne une note S, la seule de toute l'école. Bien sûr, il aimerait également essayer sa libération magique et nous voyons que Mue parle de lui avec enthousiasme à Musao. Bai utilise avec succès sa magie de glace et reçoit une note B pour sa libération magique. Tout le monde est étonné de ce qu'il a réussi à accomplir en seulement 1 an. Mais Ningxu pense qu'il va bien. Mofan est alors appelé à son tour et Musao veut partir car il n'y a vraiment plus grand chose à voir, mais Ningxu veut rester. Musao accepte de regarder car il veut voir ce qu'il peut faire après que lui et sa famille aient tout sacrifié pour y arriver. Mue donne le signal et la pierre sombre est mise en place. Bai regarde et ne peut pas attendre qu'il échoue pour que Ningxu puisse enfin réaliser à quel point il est vraiment une perte de temps. Mofan commence mais bien sûr, la lumière est faible et tout le monde, y compris son professeur, pense qu'il recevra un D. Musao explique qu'avec une performance comme celle-ci, Mofan ferait mieux d'être un pilote comme son père. Mue répète qu'il n'a rien appris et que le père de Mofan n'a fait que gaspiller de l'argent pour payer l'école. Cependant, à ce moment-là, Mofan continue et parvient d'une manière ou d'une autre à détruire la pierre noire, permettant enfin à sa magie de montrer que la boule de cristal brille plus fort et il reçoit un B. Tout le monde pense qu'il est injuste que le pire élève puisse obtenir un B, alors qu'une note comme celle-là est exceptionnelle, et commence à se demander si le cristal est défectueux. Monsieur Chan est fier de lui, mais Madame Tan révèle que ce n'était pas sa véritable capacité. Elle affirme que la balle est défectueuse et insiste pour qu'il soit retesté. Les élèves sont tous d'accord, et Monsieur Chan lui demande de repenser sa demande, car il n'a pas été facile pour Mofan d'entrer dans l'école. Madame Tan persiste, et Ningxu est d'accord avec elle pour demander également un nouveau test. Après son remplacement, tout le monde est surpris de voir que la boule de cristal brille beaucoup plus qu'avant, et Mofan reçoit une note S. Il est clair que la lueur était encore plus brillante que celle de Bai, mais Mofan explique qu'il n'a pas encore fini, car il aimerait essayer sa libération magique. Bai est choqué plus que quiconque, mais sait que si Mofan passait autant de temps à contrôler les étoiles, il lui serait impossible d'avoir également maîtrisé la libération magique. Cependant, il ne peut que regarder avec étonnement, alors que Mofan démontre ses prouesses magiques. C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé, j'espère que vous avez apprécié le résumé de cet anime. L'histoire continue alors que nous voyons que Mofon reçoit la note la plus élevée de A pour sa sortie magique. Le directeur de l'école reconnaît le travail acharné et le potentiel de Mofon, d'autant plus qu'il est le premier mage de sa famille. Cela change la vision de Musao sur Mofon et lui dit qu'il veut oublier ses méfaits passés. Musao lui donne un bracelet de feu pour l'aider à exploiter ses pouvoirs et l'accepte dans sa famille. Bai, cependant, est seulement invité à travailler plus dur. Monsieur Chan dit à Mofon de remercier l'homme, mais il refuse d'être le chien de compagnie de quelqu'un à commander et explique qu'il n'est pas veule comme Bai. Il faut dire à Musao de se calmer quand Mofon dit qu'il n'oubliera jamais comment Musao l'a traité lui et son père, révélant que King a toujours mal au dos depuis ce jour il y a 3 ans. Wei veut qu'il soit expulsé, mais le directeur n'est pas disposé à aller aussi loin. Alors Bai dit qu'il devrait le laisser lui faire respecter. Musao aimerait que son fils adoptif Yuag se batte à la place, et le directeur donne à Mofon une autre chance de s'excuser. Mais il dit qu'un duel est en fait ce qu'il veut. S'il perd, il s'excusera, mais s'il gagne, alors Musao devra s'excuser pour ce qu'il a fait à son père. L'association des mages, cependant, interdit les combats de mineurs. Ils doivent donc attendre 2 ans avant de pouvoir avoir leur combat. Mofon est informé que Yuag est beaucoup plus fort que Bai et se rend compte qu'il doit s'entraîner dur pour se préparer. Le semestre suivant, nous voyons que Mofon est dans la classe d'élite avec d'autres qui ont réussi à avoir leur libération magique. Il est expliqué qu'on leur attribue des numéros en fonction de leur pouvoir, et Mofon est le meilleur avec le numéro 1. Il est ensuite expliqué que la classe dispose de 3 bracelets qu'ils utiliseront à tour de rôle. Les 3 meilleurs étudiants reçoivent 1 mois chacun, mais Mofon n'en utilisera qu'un pendant 10 jours, en guise de punition pour son comportement grossier envers Musao. De plus, les bracelets sont très précieux, et si quelqu'un devait les perdre ou les endommager, non seulement il serait expulsé, mais il serait interdit d'être mage. Tout en pratiquant, Bai explique qu'il existe différents niveaux de bracelets. Celui donné aux étudiants est capable d'accélérer la progression de 20%, mais l'un des bracelets spirituels que possède la famille Mu est capable d'accélérer de 40%. Il est révélé que Musao a permis à Yuag d'utiliser le bracelet pendant 6 mois,
en préparation de son combat contre Mofon. Plus tard, Mofon explique que son pendentif continue de réagir chaque fois qu'il s'entraîne, mais cette fois, il avale le bracelet. Il le supplie de recracher le bracelet, juste au moment où Mistan arrive. Elle suppose de son comportement qu'il a perdu le bracelet, et il lui raconte ce qui s'est passé. Il explique que le pendentif est un héritage familial, et elle révèle que c'est aussi un équipement magique qui accélère les progrès, mais il doit être nourri. Non seulement il améliore les statistiques, mais il peut aussi absorber de l'énergie et s'améliorer. Il réfléchit à la façon dont la chose doit être responsable de lui permettre de libérer 2 talents alors que d'autres ne pouvaient même pas en faire un, et se demande s'il sera réprimandé pour l'avoir. Il dit à Mistan qu'il ne peut pas le contrôler et qu'elle devrait le garder. Cependant, elle explique que c'est unique en son genre et sent qu'il a un lien spirituel avec Mofon. Elle lui demande de le garder caché et explique qu'il ne continuera à grandir que s'il se nourrit d'esprit et d'autres engrenages magiques. Elle promet de régler l'affaire du bracelet manquant, mais il lui devra. Son aide fait que Mofon se demande si elle est réellement attirée par son incroyable charisme. Plus tard, les étudiants sont emmenés en excursion au bord de la zone de sécurité où les monstres sont empêchés d'entrer. Mofon révèle que sa poussière d'étoiles de feu a été agitée et se demande si elle passe au niveau 2. À leur arrivée, le chef instructeur leur explique qu'ils participeront à une chasse aux primes. Tant qu'un étudiant sur 100 parvient à terminer la chasse, ils recevront tout des A. Les étudiants sont inquiets car seuls les mages ayant plusieurs années d'expérience peuvent faire des chasses aux primes parmi les monstres. Et Monsieur Chan est d'accord. Cependant, l'instructeur en chef ne le fait pas, expliquant qu'ils sont la meilleure école de Magic City et qu'ils devraient le montrer. Mofon ne se soucie vraiment que du prix pour avoir terminé la chasse aux primes, et il est révélé qu'ils recevront une armure magique. Mofon sait que Yuan fait partie de la riche famille Mu et qu'il aura certainement la meilleure armure. Il ne peut donc pas se permettre de perdre. Les étudiants traversent assez facilement certains obstacles une fois la chasse aux primes commencée, ce qui leur permet de démontrer leur contrôle sur leurs capacités. Ils arrivent dans une grotte qui servait autrefois de repère à des loups borgnes. Il avait été nettoyé auparavant, mais les étudiants ont été chargés de vérifier les monstres restants et de trouver un bracelet perdu. Dehors, il est révélé que le chef a ordonné à quelqu'un de veiller sur eux, et Monsieur Chan suppose qu'il n'y a plus vraiment de loups dans la grotte. Le chef dit qu'il y a quelque chose là-dedans et que les étudiants ont besoin d'expérience. Madame Tan pense que Mofon est le plus puissant d'entre eux depuis qu'il s'entraîne avec le pendentif, mais doute qu'il puisse affronter un monstre. Certains élèves craignent une rencontre avec un monstre, mais l'intimidateur de la classe explique qu'ils ont juste besoin de rester, et il gèlera simplement tous les ennemis. Mofon remarque que l'eau de l'étang n'est qu'à moitié pleine en fonction de la ligne d'eau, ce qui est particulièrement étrange car il a plu après leur arrivée. Il doit expliquer au Chant désemparé que quelque chose de vraiment gros à l'intérieur de la grotte a dû tout boire, et il va avertir les autres. Cependant, les autres étudiants s'en fichent et se moquent de Chant pour avoir cherché une excuse pour ne pas entrer, car il a tellement peur. Quelques instants plus tard, le groupe est approché par un loup borgne, et par sa tentative d'utiliser la magie échoue. Un autre pense essayer, mais doit être secouru par Mofon. Il est révélé que le monstre est en fait un animal de compagnie déguisé, et le chef est content, car s'il s'agissait d'un vrai monstre, il serait tout mort. Il savait qu'il ne serait pas capable de vaincre l'animal, et espérait qu'ils auraient au moins pu libérer un peu de magie. Ils sont déçus que personne ne semble à la hauteur de la tâche, quand ils commencent à voir la lumière de la grotte, et supposent que c'est le doué Bai. Ils ont raison, car Bai retient le loup, et nous voyons que les élèves ne trouvent pas la corde qu'ils ont utilisée pour descendre dans la grotte. La fille sauvée par Mofon nommée Minzo retourne avec confiance dans la grotte, et libère une puissante attaque de feu, qui ne fait qu'exaspérer le loup. L'autre utilisateur de foudre de la classe parvient à le paralyser un instant, mais cela ne dure pas très longtemps. Bai est inutile contre lui, et la deuxième tentative de Minzo échoue également. Juste à ce moment, Mofon arrive, réalisant que les attaques de niveau 1 de ses camarades de classe sont inefficaces, et il déclenche son attaque de feu de niveau 2 la plus puissante. Le loup est englouti par les flammes et doit fuir vers l'étang. Les instructeurs sont impressionnés et soulagés de voir que quelqu'un a maîtrisé une attaque de niveau 2. Cependant, il est révélé que le loup ne répond plus à leurs ordres. Il avait été initialement demandé de ne pas blesser les étudiants, mais semble maintenant être hors de contrôle. Les étudiants font de leur mieux pour éviter les bêtes incontrôlables, et Mofon se rend compte qu'il est le dernier des meilleurs étudiants à être encore capable de se battre. Zhang vient les aider, mais les deux doivent se retirer plus loin dans la grotte. Minzo explique qu'ils sont très désavantagés à mesure qu'ils avancent dans la grotte. Certains étudiants sont reconnaissants pour leur bravoure, tandis que d'autres disent que leur mort ne devrait pas être vaine, alors ils devraient partir.
Minzo veut entrer après eux, juste au moment où le chef arrive, et est mis au courant de la situation. À l'intérieur, Zhang sauve courageusement Mofon d'une attaque, mais est gravement blessé. Cela envoie Mofon au bord du gouffre, et il décide finalement de libérer sa magie éclair. Sa première attaque n'est guère efficace, mais parvient à l'étourdir un peu, et Mofon propose un plan. Cela fonctionne comme prévu, et le monstre est finalement vaincu. Une lumière émerge de son corps et entre dans le pendentif de Mofon. Le chef arrive et est étonné que Mofon ait réussi à vaincre le loup. Il sait que sa magie du feu ne l'aurait pas tué, et Mofon explique comment il avait utilisé un rocher pour le percer. Il supplie qu'ils obtiennent de l'aide médicale pour Zhang, mais le chef ne comprend toujours pas comment Mofon a réussi à le faire, d'autant plus que la vitesse et les réflexes du loup auraient pu esquiver facilement le rocher. Il supplie de se concentrer à nouveau sur Zhang, et ils partent. Le propriétaire du loup de compagnie est furieux que le chef l'ait tué, mais est choqué avec tout le monde quand il est révélé que Mofon l'avait fait. Le propriétaire refuse de croire cela, car son animal de compagnie est encore plus puissant que les monstres normaux et aurait facilement pu tuer même des mages expérimentés. Il pense toujours que cela devait être le chef, et lorsqu'on lui a demandé, Mofon explique comment il l'a fait, sans révéler son utilisation de la magie de la foudre. Alors que l'instructeur pleure sur son animal de compagnie, les étudiants voisins commencent enfin à donner du crédit à Mofon pour sa bravoure et comprennent maintenant pourquoi il est le numéro 1 de la classe. Mademoiselle Tan leur explique que si l'animal était un vrai monstre, ils auraient tous été tués lorsqu'ils l'ont rencontré pour la première fois, car ils n'ont utilisé aucune magie et que les monstres qu'ils rencontreront à l'avenir seront des tueurs sanguinaires qui ne montreront aucune pitié. La chasse aux primes ne s'est pas déroulée comme prévu, mais tous les étudiants recevront toujours un A, et Mofon recevra un S. Cependant, un autre instructeur mentionne que Mofon a non seulement utilisé la magie de niveau 2, mais a également vaincu le loup, qui mérite l'armure, et tout le monde est d'accord. Par la suite, Mofon reçoit une médaille et se voit offrir un poste de chef après avoir obtenu son diplôme, mais il veut seulement savoir où se trouve son armure. D'autres étudiants reçoivent ensuite leur prix, mais le chef n'arrive pas à comprendre comment Mofon a réussi à gagner le combat et commence à se demander s'il n'avait pas dit toute la vérité. Merci d'avoir regardé la partie 2. Si cette vidéo obtient 200 likes, je saurai que vous voulez continuer la série et nous ferons la partie 3. L'histoire continue alors que nous voyons que 2 mois se sont écoulés et que Mofon attribue à son pendentif l'augmentation de ses progrès de 20%. Il a remarqué que la magie du feu de niveau 1 de son camarade de classe endommageait à peine le loup, mais sa magie du feu de niveau 2 faisait des dégâts importants. Cela le rend curieux de savoir ce que la magie du tonnerre de niveau 2 pourra faire puisque le tonnerre est l'élément le plus fort. Il se rend compte qu'il n'est pas encore assez fort car il ne peut pas compter uniquement sur la magie dans le combat et doit s'améliorer plus rapidement. Il se souvient que son pendentif pourra s'améliorer s'il est alimenté en grande quantité d'énergie, et s'il atteint le niveau à bulle, il accélérera sa progression de 40%. Les choses dont le pendentif a besoin pour se nourrir coûtent de l'argent, alors il commence à se demander s'il devrait devenir un chasseur de primes, car ils sont tout bien payés et il gagnerait de l'expérience au combat. Le lendemain, Mofon se rend dans la salle des chasseurs de primes et trouve 2 hommes examinant leurs options pour les emplois de chasseurs. Les emplois sont beaucoup trop difficiles pour les mages inexpérimentés, alors l'un des hommes se demande s'il devrait plutôt rejoindre les chasseurs de monstres, car le salaire est bon et ils ont un toit au-dessus de leur tête. On dit à l'homme qu'il ne serait jamais embauché, car les chasseurs de monstres n'embauchent que les meilleurs des meilleurs. Mofon voit qu'il y a beaucoup de gens qui tentent de rejoindre les chasseurs de monstres, et on lui dit de ne pas prendre la peine d'intervieweur, car ce ne serait qu'une perte de temps. Quelqu'un d'aussi jeune que Mofon n'aurait aucune chance, puisque les chasseurs combattent de vrais monstres. Cependant, l'homme explique que ce qui est le plus important, c'est le talent que vous avez. Et si quelqu'un a le talent du feu, il pourrait avoir une meilleure chance d'être embauché, même s'il est très inexpérimenté. Mofon pose des questions sur ceux qui ont le talent de l'éclair, et l'homme ne peut que rire, puisque seulement 1 sur 1000 obtient ce talent. Il explique que chaque équipe les voudrait, quelle que soit leur expérience. Mais il n'aurait même pas besoin d'aller dans la salle, puisque les riches et les puissants les auraient déjà récupérés. Nous voyons alors que les chasseurs de monstres deviennent frustrés par les candidats faibles qu'ils voient, car leur chef ne veut que des mages d'élite puissants et expérimentés. L'homme de tout à l'heure attend dans la ligne d'interview, et est déçu de voir Mofon dans la ligne également, car il sait que c'est sa première fois dans la salle. Interrogé, Mofon ment, et leur dit qu'il a déjà obtenu son diplôme, et que son nom est Fan Mo. Les chasseurs expliquent qu'ils ne recherchent que des chasseurs de niveau intermédiaire, mais Fan Mo n'est même pas certifié. Cependant, Fan Mo leur prouve qu'il a le talent foudroyant, et le capitaine chasseur se dévoile pour l'accueillir dans leur équipe. Fan Mo explique qu'il n'est pas certifié, mais le capitaine dit qu'il l'obtiendra pour lui. Fan Mo n'a aucune expérience,
mais le capitaine dit qu'il en gagnera. Fan Mo n'a atteint que le niveau 1. Mais cela impressionne en fait le capitaine, car il est plus difficile d'améliorer le talent de foudre. Il est présenté aux autres membres, mais est interrompu par des nouvelles d'un monstre en liberté. Le capitaine dit à Fan Mo d'attendre leur retour, mais il lui demande de l'accompagner, puisqu'il fait déjà partie de l'équipe. Il est révélé que la perturbation se produit à l'école de sa sœur. Mofan ne peut s'empêcher de s'inquiéter lorsqu'on lui explique qu'un étudiant a disparu et que Zanzeya ne répond pas à son téléphone. L'équipe se sépare et Fan Mo est chargé de vérifier la cafétéria. Pendant son séjour, Zanzeya a finalement renvoyé son appel et expliqué qu'elle était en sécurité, mais un témoin a déclaré qu'un autre étudiant était entré dans la cafétéria au moment de son départ. Mofan explique qu'elle ne devrait s'inquiéter de prendre soin d'elle-même que lorsque le monstre apparaît derrière lui. Mofan parvient à peine à éviter ses attaques et les autres chasseurs se dirigent vers lui après avoir détecté le monstre. Il n'y a nulle part où Mofan peut s'enfuir, alors il décide qu'il doit le combattre. Juste au moment où le monstre déchaîne son attaque, le reste de l'équipe arrive et démontre sa différence de force et d'expérience. Le capitaine utilise la magie du feu de niveau 3 pour infliger des dégâts massifs en abattant le monstre. Cependant, Sayaki devient un peu négligente et n'est pas en mesure de défendre Sheatan. Mais la capacité éclair de Fan Mo la sauve. Le capitaine est furieux que Sayaki ne soit pas préparé, car il est de sa responsabilité de protéger les autres en utilisant son talent aquatique. Fan Mo est ensuite félicité pour sa réaction rapide et promu membre à plein temps de l'équipe. Mofan doit contenir son excitation lorsqu'il se rend compte qu'une promotion signifie un salaire plus élevé et peut-être même quelques primes. L'esprit du rat émerge de son cadavre et est consommé par le pendentif de Mofan et personne d'autre ne semble pouvoir le voir. Malheureusement, bien que l'esprit du rat soit faible et ne fasse pas grand-chose pour améliorer le pendentif. Il est alors révélé que l'équipe n'a pas pu retrouver la fille disparue, mais il est prouvé que d'autres monstres l'ont traînée dans un tunnel profond qui a été retrouvé. L'équipe se demande s'il faut ou non les poursuivre et détermine que la fille est peut-être déjà morte. Le capitaine décide d'alerter l'association des sociétés magiques car c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas gérer. Plus tard, il est expliqué que l'association a repris l'affaire et le capitaine fait à nouveau l'éloge de Fan Mo après l'avoir initialement sous-estimé. Il taquine Shay pour lui devoir la vie, mais détermine que Fan Mo doit déjà être pris puisqu'ils ont trouvé son téléphone avec des dizaines d'appels manqués d'une fille. Cette nuit-là, il est révélé que c'était sa sœur qui appelait depuis qu'elle avait entendu la bagarre au téléphone et qu'elle était malade d'inquiétude. Il la rassure sur le fait qu'il peut prendre soin de lui et lui donne un récit détaillé de sa bataille victorieuse. Le lendemain, Fan Mo reçoit son premier chèque et on lui explique que leur action décisive leur a valu un bonus. Ailleurs, on voit que Mue est un peu pervers lorsqu'il va informer Yuwag qu'il a été appelé pour voir son père. Mue est impressionné par ses progrès jusqu'à présent, mais Yuwag pense qu'il n'a pas progressé assez rapidement. Mue explique qu'il a atteint le niveau 2 de magie beaucoup plus rapidement que ses pairs et qu'il ne tardera pas à atteindre le niveau 3. Yuwag s'impatiente car cela prendra au moins 1 an et se compare à Ningxu. Mue lui rappelle cependant que Ningxu est une personne exceptionnelle et qu'il ne devrait pas se comparer à elle. De plus, son objectif ne devrait être que d'enseigner une leçon à Mofan, mais Yuwag pense qu'il n'est pas un adversaire digne. En parlant à son père, Yuwag explique qu'il aurait aimé avoir choisi un adversaire plus digne. Mezao convie qu'il est en dessous de lui de se battre en duel avec un perdant comme Mofan, mais explique que c'est ce que le principal voulait. De plus, c'est ce qui doit être fait comme première étape dans le contrôle de la ville, et cela capte son intérêt. Mezao poursuit en expliquant qu'une personne est choisie chaque année pour pratiquer dans ce qu'on appelle la source sacrée. L'école et toutes les vieilles familles veulent désespérément cette opportunité. Mezao veut que Yuwag affiche son pouvoir écrasant contre Mofan pour envoyer un message à tout le monde. Ailleurs, Mue explique à Bei que Ningxu est le véritable héritier de la famille et que Yuwag n'est censé être qu'un tremplin pour elle. Bei se demande si Mofan gagnera le droit de pratiquer à la source sacrée s'il est victorieux contre Yuwag, mais on lui dit que cela n'arrivera jamais. Nous apercevons alors une lumière brillante qui semble émaner d'un monstre borgne. En classe, Mofan doit expliquer qu'il n'est pas venu ces derniers temps parce qu'il était occupé à sauver la ville lorsque Zhang se demande si Zhu a un faible pour Mofan. Zhu demande s'il est libre cette nuit-là et Mofan pense à la façon dont elle a dû tomber amoureuse de lui quand il l'a sauvée du loup. Il prévoit de laisser tomber la pauvre fille facilement en expliquant que leur priorité à cet âge est d'étudier, mais accepte quand même de la voir ce soir-là. Cette nuit-là, il se demande à quel point un endroit est étrange pour un premier rendez-vous, et Zhu explique que c'est là que les tremblements se sont produits. Sa grand-mère a ressenti des tremblements nocturnes venant de là, et on pense que l'endroit est hanté, mais elle refuse de bouger.
La raison pour laquelle Zhu a demandé à Mofan de venir était pour qu'il puisse enquêter, puisqu'il est le mage le mieux classé à l'école, ce qui semble le décevoir un peu. Il se rend dans le bâtiment abandonné et pense à quel point elle a été intelligente de lui demander de l'aide, puisqu'il est l'un des chasseurs de monstres et qu'il a réussi à capturer 8 à 9 monstres jusqu'à présent. Il utilise de la poudre révélatrice pour voir les pas d'un monstre et Zhu se demande s'il devrait informer un chasseur. Mais Mofan sait que ce ne sera pas nécessaire. Juste à ce moment-là, le monstre loup-borgne apparaît alors qu'il a terminé un repas, et Zhu est terrifié car ils ne sont que des étudiants sans aucune chance de le combattre. Ce loup est 2 fois plus gros que ceux qui ont été montrés en classe, et Mofan explique qu'il y a plusieurs sans-abri là-bas, dont le loup s'est peut-être nourri. Zhu veut s'enfuir, alors Mofan lui dit d'aller chez sa grand-mère, d'évacuer son bloc et d'appeler la police là-bas. Zhu n'attend pas et commence à appeler les flics là-bas, ce qui ne fait que nuire au monstre. Mofan lui dit de suivre ses instructions, mais elle ne veut pas le laisser mourir. Il parvient cependant à la convaincre et se retrouve seul à combattre le monstre. Ce loup est beaucoup plus fort que le précédent et Mofan ne parvient à survivre à son attaque qu'à cause de son armure magique. Nous voyons alors que Shay, le chasseur qui est également membre de la famille Mu, a reçu le signal de Fan Mo et Zhu les dirige vers le bâtiment où se trouve son ami Mofan. Mofan se prépare à utiliser son attaque de feu juste au moment où Shay et Yu arrivent pour maîtriser le monstre. Shay n'a vu Fan Mo qu'avec un masque, elle ne le reconnaît donc pas, mais se souvient de Mofan d'un souvenir d'il y a longtemps. Elle explique comment c'est lui qui a insulté la famille Mu à Yu, et il ne peut pas croire à quel point il est lâche pour avoir couru sans hésitation. Shay contacte le capitaine pour l'informer que le monstre semble avoir muté après avoir absorbé la fuite de puissance de la source sacrée, et lui demande de trouver Fan Mo immédiatement afin qu'il puisse utiliser sa magie éclair pour l'endormir. Mofan se déguise et explique qu'en tant qu'étudiant, son talent est le feu, et qu'en tant que chasseur, son talent est la foudre. Il est important de les garder séparés pour que personne ne sache qu'il a plus d'un talent. Le capitaine exige que tout le monde se concentre, puisque le loup muté peut tous les tuer en un instant. Le problème est que la glace et la foudre seules ne pourront pas tuer la bête, et si le capitaine utilisait sa magie du feu, cela ne ferait que libérer le monstre de sa prison de glace. Leur objectif principal est maintenant d'empêcher le loup de s'échapper et d'attaquer la ville en attendant l'aide de l'association. Cependant, cela s'avère difficile car le monstre se libère et ils se rendent compte qu'il a commencé à évoluer vers un monstre encore plus fort. Merci d'avoir regardé la partie 3. Si cette vidéo obtient 300 likes, je saurai que vous voulez que je continue la série et je ferai une partie 4. Certains membres aimeraient battre en retraite, mais leur capitaine leur rappelle les citoyens innocents qui seront en danger s'ils le font. Le monstre commence à évoluer en un loup à face d'épine de niveau guerrier, alors le capitaine décide qu'il doit agir rapidement avant qu'il ne termine sa mutation. Le sang du monstre commence à bouillir au point où la glace n'est plus efficace, alors leur capitaine utilise sa puissante attaque de feu. Ils poussent tout un soupir de soulagement lorsque le monstre arrête de bouger, mais doivent rapidement se défendre lorsque le loup attaque à nouveau. Le bouclier d'eau de Sayaki le ralentit un instant, mais Fonmo se rend compte que cela ne durera pas et la transporte en lieu sûr. La magie du feu de niveau 3 du capitaine semble être moins efficace qu'auparavant, et les efforts de Sayaki pour protéger le capitaine échouent. Le monstre repousse à la fois les attaques de glace et de terre, alors qu'il poursuit sa poursuite du capitaine. Alors que tout le monde commence à craindre pour la vie du capitaine, Fonmo intervient pour enfin révéler sa magie éclair de niveau 2. Fonmo tente de l'empêcher d'évoluer davantage, pendant que les autres en profitent pour sauver le capitaine. Le monstre commence également à surmonter sa magie éclair, mais Fonmo est déterminé à survivre. Le capitaine craint maintenant plus que jamais la mort et demande à nouveau de battre en retraite pendant que Fonmo tient la bête, éteint. Le capitaine n'arrive pas à croire qu'ils sont lâches et explique que leur vie ne signifie rien comparé aux centaines de milliers de personnes qui mourront s'ils fuient. Ils n'arrivent pas à croire qu'ils s'appellent eux-mêmes des chasseurs de monstres et louent Fonmo pour sa bravoure. Le discours du capitaine et la bravoure de Fonmo inspirent les autres à faire le sacrifice ultime. Cependant, à ce moment-là, le monstre est immergé dans l'eau et l'équipe voit que l'aide de l'association est enfin arrivée sous la forme d'un homme nommé Yanzo. Il loue Fonmo pour un travail bien fait et domine instantanément le monstre. Yanzo explique qu'il est maintenant mort et que le pendentif de Mofan consomme à nouveau son esprit. Fonmo est étonné d'avoir vu de la magie de niveau intermédiaire et Yanzo explique qu'il peut voir Fonmo devenir un mage de niveau intermédiaire un jour aussi. Shay demande s'ils doivent sonner l'alarme car d'autres monstres sont apparus récemment. Mais Yanzo dit qu'il ne veut pas paniquer tout le monde et qu'il aimerait d'abord enquêter. Il est également impressionné par la performance de leurs nouveaux membres, mais Yuan n'est pas du tout satisfait. Cette nuit-là, Mofan tente de se faufiler dans son dortoir
lorsqu'il est étreint par Zo, qui est reconnaissante de son aide pour rendre la zone à nouveau sûre pour sa grand-mère. Plus tard, il remarque que son pendentif se comporte différemment depuis qu'il a mangé l'esprit du loup et voit qu'il a finalement évolué au niveau de l'esprit, ce qui signifie qu'il progressera beaucoup plus rapidement. Il est maintenant plus confiant que jamais qu'il pourra atteindre le niveau 3 de son talent de feu avant de combattre l'arrogant Yuan. Le lendemain, Mo-Fan donne de l'argent à sa sœur et explique qu'elle peut acheter ce qu'elle veut avec. Elle refuse de le prendre car elle veut qu'il l'utilise sur lui-même, mais Mo-Fan explique qu'il a simplement obtenu un emploi à temps partiel et que les mages peuvent en fait gagner de l'argent assez facilement. Elle accepte son cadeau et explique qu'elle a une bonne nouvelle à lui annoncer. Elle révèle qu'elle vient d'éveiller le talent de guérison, ce qui est une surprise puisque les débutants ne peuvent généralement éveiller que la magie des éléments. La magie noire et dimensionnelle blanche est généralement réservée aux mages de niveau supérieur, mais Zinzéya dit qu'il y a quelques exceptions et qu'elle se trouve être l'une d'entre elles. Elle révèle qu'elle sait qu'il fait des choses dangereuses et qu'elle espère l'aider à l'avenir. Mo-Fan explique ensuite que la chasse n'est pas trop dangereuse mais plaisante, en disant qu'il se blessera pour qu'elle puisse pratiquer sa magie de guérison sur lui. Quelques jours plus tard, Mo-Fan pense au temps qui passe, car il est tellement occupé par l'école et la chasse aux monstres. Tan lui rappelle de rester concentré, car son duel avec Yuan approche à grands pas, et l'informe que Misao a invité plusieurs personnes célèbres et puissantes à regarder. Il a l'intention que le duel fasse partie de la cérémonie de passage à l'âge adulte de Yuan. Mo-Fan est assez célèbre pour être le meilleur élève de la meilleure école de magie, et le dominer devant toute la ville prouverait que Yuan n'a pas d'égal. Mademoiselle Tan l'informe que le directeur aimerait le voir, et Mo-Fan profite de l'occasion pour lui demander s'il peut lui rendre visite ce soir-là pour obtenir des conseils sur la magie du feu, ce qu'elle accepte. Le directeur explique que leur duel ne se limite pas à la célébration du passage à l'âge adulte de Jeswag. Il explique qu'il s'agit aussi de la source sacrée. Mo-Fan pense à la seule fois où il en a entendu parler, c'est lorsque le loup muté a absorbé son pouvoir, le faisant évoluer, et qu'il s'intéresse à l'entraînement. Le principal poursuit en expliquant que toute personne qui s'y entraîne peut rapidement augmenter ses pouvoirs. Mais la puissance du ressort a diminué avec le temps. La ville a une convention qui autorise l'accès à un seul jeune mage de haut niveau chaque année. L'école recommandera Mo-Fan, mais les clans locaux choisiront Yuan, et leur duel déterminera probablement lequel des deux pourra s'entraîner là-bas. Car la victoire de Misao Yuan fera d'une pierre 3 coups. Le premier Yuan prouvera ses capacités à la ville, le deuxième Mo-Fan recevra une leçon, et le troisième Yuan aura accès à la source. Yuan a un énorme avantage dans les ressources de formation, et il demande seulement à Mo-Fan de faire de son mieux pour qu'il puisse au moins gagner une certaine reconnaissance à l'école. Ailleurs, les serviteurs racontent que le duel contre Mo-Fan est simplement pour donner une belle apparence à Yuan, et que Mo-Fan n'est qu'un voyou qui s'est moqué de lui-même. Ils discutent de la façon dont le père de Mo-Fan est un imbécile et élève son fils de la même manière. Ainsi, Misao explique à Ningxu que son fils adoptif Yuan ferait n'importe quoi pour leur famille et qu'il deviendra un jour son fidèle assistant. Elle se demande pourquoi le duel doit se faire en public. Misao explique qu'un duel entre la soi-disant meilleure élève de Ski Magic High School et le deuxième mage le plus fort de leur famille derrière elle ne pourrait jamais être un petit événement. De plus, Mo-Fan l'a insulté à plusieurs reprises et il refuse d'avoir pitié de lui. Cette nuit-là, Mo-Fan est au sommet d'une colline lorsqu'il est approché par Ningxu et il explique qu'il voulait voir cette magnifique scène que son père a installée pour son duel. Elle demande qu'il ne se présente pas au combat car Yuan ne tirera aucun coup. Son père l'a adopté dans la rue à un jeune âge et il fera tout pour l'approbation de Misao, ce qui l'amène à croire qu'il descendra sur Mo-Fan de toutes ses forces. Elle prévient que Yuan le battra si fort qu'il ne pourra pas passer son examen final qui aura lieu dans moins d'un mois. Il refuse de courir. Il explique que son père a toujours fait tout ce qu'il pouvait pour l'aider, lui et sa sœur, toute leur vie sans se plaindre. Il souligne que même si Misao est une personne terrible qui ne respecte pas ses décisions, Ningxu ne le déteste pas, donc un père incroyable comme le sien mérite tout le respect qu'il peut donner. Mo-Fan avait vu son père mendier, l'avait vu se moquer, insulter et humilier les autres, mais a maintenant la chance de prouver à tout le monde que son père n'est pas un imbécile. Le jour du grand événement, Shay salue les autres membres des Monster Hunters lorsque Mo-Fan arrive pour dire bonjour. Shay est très impoli en affirmant que Yuan le détruira, et Mo-Fan se souvient qu'ils ne le reconnaissent pas sans son déguisement. Mo-Fan se bourre le visage de nourriture lorsque le chef le salue et s'étonne de voir qu'il a un tel appétit avant un combat. Il demande à nouveau s'il aimerait rejoindre son armée, mais Mo-Fan refuse car il n'a aucun intérêt à vivre dans les montagnes. Ses camarades de classe arrivent et expliquent qu'ils sont là pour l'encourager, mais qu'ils sont fatigués depuis que Misao a invité son père en leur faisant croire qu'il complote quelque chose.
Mofan lui assure cependant que son père n'est là que pour le regarder gagner. Misao donnerait ensuite un discours sur l'avenir radieux de la ville et le duel qu'il a mis en place pour le démontrer. Plus tard, Mofan et Yuan entrent dans l'arène. Monsieur Chan souligne que Yuan porte au moins 3 engrenages magiques, lui donnant un énorme avantage. Misao prononce un autre discours, mais préfère simplement permettre à Yuan de démontrer les résultats de ses années de pratique. Zhu n'arrive pas à croire que Misao n'ait même pas mentionné le nom de Mofan, et B souligne que c'est parce qu'il est simplement là pour complimenter Yuan. Les deux duellistes se serrent la main, et Yuan explique que Mofan sera alité pendant au moins 3 mois après le passage à tabac, mais Mofan reste confiant. Le duel commence, et Mofan contrecarre immédiatement la magie de glace de niveau 2 de Yuan, avec une simple rafale de feu. Cependant, ses contre-attaques sont facilement esquivées, et il ne comprend pas pourquoi. Il essaie encore quelques fois, et il devient évident pour les professeurs qu'ils portent des chaussures magiques, qui permettent aux mages de se déplacer beaucoup plus rapidement. Yuan insulte ses faibles capacités en disant qu'il préfère ne pas perdre beaucoup de temps à le combattre et que Mofan doit apprendre qu'il y a des gens avec qui il ne devrait pas jouer. Yuan prépare sa prochaine attaque en gelant la zone autour de Mofan et en faisant comprendre à tout le monde qu'il a obtenu la magie de la glace de niveau 3. Sa tempête de verglas couvre toute l'arène et éteint les flammes de Mofan. Le principal veut appeler le combat, mais Misao ne pense qu'à faire souffrir Mofan pour ses insultes. Le public a déjà décidé que Yuan gagnerait car il a réussi à accomplir tant de choses et que personne de son âge n'a de chance. Mofan pense à la puissance de la magie de la glace et à la difficulté de contrôler ses étoiles. Cependant, comme à son habitude, il continue d'insister et choque tout le monde lorsqu'il parvient enfin à atteindre une rafale de feu de niveau 3. Yuan est convaincu que ses chaussures le mettront en sécurité, mais il se trompe car les flammes de Mofan l'atteignent, provoquant une explosion massive. Yuan est gravement blessé et le public ne peut pas croire que Mofan ait pu se battre à égalité avec quelqu'un d'une famille privilégiée. Yuan n'a pas fini cependant, il rit de la façon dont un perdant comme Mofan a pu atteindre le niveau 3 et révèle son armure magique intégrale. Les instructeurs ne peuvent s'empêcher de souligner à quel point le match est injuste lorsque Yuan utilise plusieurs objets magiques et reconnaissent que Mofan aurait gagné dans des circonstances normales. Misao explique qu'il n'empêcherait pas Mofan d'utiliser une armure magique et que ce n'est pas de sa faute s'il n'en a pas. L'instructeur en chef plaide pour que Mofan arrête de se battre, car l'armure est ignifuge, et Mofan a déjà prouvé ses capacités extraordinaires à tout le monde. Yuan dit qu'il devrait l'écouter et démissionner. Il explique que sa famille a toujours cru que leur argent faisait partie de ce qui rend quelqu'un fort, et que Mofan devrait être plus en colère contre son père, pour être un pauvre conducteur qui ne peut rien lui donner. Mofan se souvient des sacrifices que son père a faits pour qu'il entre à l'école de magie, et des encouragements constants qu'il a prodigués. Il explique que son père lui a en fait tout donné et décide de montrer à Yuan ce qu'est le vrai pouvoir. Mofan est incrédule, alors que Mofan révèle enfin son talent foudroyant. Ils ne comprennent pas comment il peut avoir 2 talents sans même être encore un mage de niveau intermédiaire, et les Monster Hunters se rendent compte que Mofan et Fan Mo sont la même personne. Yuan est plus abasourdi que quiconque, et Mofan explique qu'il a également débloqué sa magie éclair de niveau 3. Pendant qu'il l'utilise, Madame Tang explique que la magie de la foudre est capable de pénétrer l'armure, et Misao regarde avec désespoir, alors que Yuan essaie désespérément de ne pas être consommé par elle. Un peu plus tard cependant, la bataille se termine, et tout le monde ne peut pas comprendre à quel point il est étonnant que Mofan ait 2 talents. Avoir les 2 talents les plus rares est assez incroyable, mais le fait qu'il ait atteint le niveau 3 des 2 témoigne de sa détermination. Yuan peut à peine bouger, et Mofan revendique sa victoire avec confiance. L'histoire continue après le duel, alors que tout le monde se rend compte à quel point Mofan est un prodige et un génie. Il s'approche de Misao et exige sa récompense pour sa victoire. Moi supplie son frère de ne pas le faire, mais Misao est un homme de parole et s'excuse auprès du père de Mofan pour son comportement impulsif. Il annonce ensuite officiellement la victoire de Mofan et lui accorde le droit de s'entraîner à la source sacrée pendant 7 jours. Plus tard, tout le monde célèbre sa victoire et discute de son avenir prometteur, que ce soit avec l'association magique ou des écoles prestigieuses. M. Chan rappelle cependant à chacun de ne pas abandonner et de travailler dur pour atteindre ses propres objectifs. Zo est ravi de voir les progrès de Mofan après s'être entraîné à la source sacrée, car il devrait pouvoir utiliser la magie de niveau intermédiaire par la suite. Mofan rend visite à son père et nous apercevons un groupe d'hommes en robe qui discutent dans l'ombre. L'un d'eux explique qu'il ne s'attendait pas à ce que Mofan soit un porteur inné d'éléments de duel et qu'il l'avait sous-estimé. Le plan du groupe a échoué puisque Yuan n'a pas gagné le droit de s'entraîner au printemps et il est expliqué que les supérieurs ont perdu patience après tout le temps perdu.
Le jeune membre s'excuse d'avoir échoué et demande une autre chance, promettant de faire mieux la prochaine fois. Cependant, le groupe a déjà pris sa décision de le punir. Plus tard, Zhang aide son ami à avoir plus confiance en ses capacités lorsqu'il repère Mofon et Zanzeya. Mofon se demande pourquoi elle a choisi ce bracelet spécifique par rapport à tous les autres, et Zanzeya dit simplement qu'elle l'a aimé. Ce qui le rend vraiment spécial, c'est qu'ils l'ont choisi ensemble et qu'il l'a acheté comme cadeau pour son 16e anniversaire. Zhang lui rappelle qu'aujourd'hui est le jour où Mofon commence sa formation à la source et propose de l'escorter chez Zanzeya. Cette nuit-là, Mofon arrive au bâtiment où se déroulera sa formation et est accueilli par Madame Tan et Madame, qui sont un peu ennuyées d'avoir attendu si longtemps. Madame Tan lui donne un livre de cartes stellaires qui l'aidera à libérer la magie de niveau intermédiaire. Il est ensuite rencontré par le capitaine Zuta, qui ne peut pas croire qu'il n'a pas réalisé la véritable identité de Famo plus tôt, et explique que l'entraînement au printemps est un rêve pour chaque mage qui devrait être chéri. Zuta est là pour poursuivre l'enquête sur la fille disparue du lycée où ils ont combattu le rat. La fille chargée de protéger la source sacrée nommée Lin est sa sœur aînée, et elle aide à fournir des informations. Il poursuit en expliquant qu'après avoir fouillé le tunnel que le rat avait utilisé, un fluide étrange a été trouvé et est soupçonné d'être lié à la source. Cependant, ce sont toutes les informations qu'il est prêt à donner et souhaite bonne chance à Mofon pour devenir le deuxième plus jeune mage de niveau intermédiaire de la ville, après Ningxu. Dans un laboratoire, on explique que le fluide provient d'une source très similaire à la source sacrée. Cependant, son effet amènera tout être vivant à un stade fou et déclenchera son potentiel violentinné. Il conclut que cela doit être la raison pour laquelle davantage de rats apparaissent récemment et décide d'appeler le liquide contaminé le printemps violent. La sécurité accorde à Mofon l'accès à la source et il commence sa formation. Il est immédiatement capable de ressentir les effets du printemps lorsque son pendentif commence à réagir. Mofon remarque à quel point il est excité et se demande s'il veut boire toute l'eau. Il demande qu'il descende un peu et promet de lui trouver une petite amie quand ils sortiront. Ailleurs, le père de Mofon termine une livraison. Des militaires le félicitent pour la performance de son fils dans le duel et lui expliquent que toutes les organisations influentes se disputent pour lui. Il croit que l'avenir de sa famille est assuré et se demande pourquoi il travaille toujours comme chauffeur. Il explique que les soldats comme eux travaillent dur pour protéger leur ville et qu'ils trouvent de la joie à pouvoir leur fournir même des choses mineures comme l'épicerie. Dehors, quelques soldats remarquent à quel point la couleur de la pluie ressemble à du pipi et l'officier Kong leur dit de se remettre au travail. Nous avons ensuite un aperçu de la forêt alors que nous voyons plusieurs monstres furieux se préparer à une attaque. De retour au centre d'entraînement, Zuda a terminé son enquête et demande à l'un de s'occuper de Mofon à sa sortie, car une semaine d'entraînement lui fera certainement des ravages. À la frontière, on explique à l'officier Kong qu'une équipe de patrouille n'est pas encore revenue. Nous regardons ensuite un chef d'équipe expliquer comment les mages légers devront utiliser leur magie pour envoyer des signaux en cas d'urgence, puisque les appareils de communication attirent les monstres. Depuis, ils sont attaqués par un loup féroce et l'état-major de l'armée s'empare des lumières de secours. Les membres restants de l'équipe de patrouille doivent éventuellement utiliser des appareils pour contacter le quartier général car leurs mages légers ont été tués et ils sont désespérés. Mais il est trop tard car les monstres se dirigent vers eux. L'officier Kong déclare qu'il s'agit d'une urgence de niveau 4 qui choque tout le monde car c'est l'alarme d'un désastre grave et il explique que chaque minute perdue signifiera la mort de centaines de citoyens. De retour à l'installation, Mofon tente de contrôler certaines étoiles mais échoue et se rend compte que même avec l'aide du ressort, l'utilisation de la magie de niveau intermédiaire ne sera pas facile. Il a perdu la notion du temps, se demandant combien de jours se sont écoulés et comment vont ses amis. Dehors, les citoyens entendent l'alarme et Monsieur Chan renvoie tout le monde dans l'école, expliquant que des monstres sont apparus. Madame Tan sauve un garçon du danger, mais est étonnée de voir un loup ailé au-dessus d'elle. L'armée fait de son mieux pour tenir la frontière et un mage de niveau intermédiaire impressionne tout le monde par sa force. Il tente d'inspirer tout le monde à continuer à se battre, mais est instantanément éliminé par un loup blanc. L'officier Kong est informé du nombre massif de monstres apparaissant à l'intérieur de la ville et ne comprend pas comment, puisque leur frontière n'a pas été franchie. Défendre la frontière est inutile si les citoyens sont attaqués, alors il décide d'envoyer plusieurs mages dans la ville. À l'établissement, Mofon se souvient des instructions données par Madame Tan. Il doit renforcer sa poussière d'étoiles s'il veut avoir une chance de les transformer en nuages d'étoiles et de devenir à son tour un mage de niveau intermédiaire. Après cela, il devra s'entraîner comme il l'a fait lorsqu'il est devenu mage pour utiliser la magie de niveau intermédiaire.
La principale différence est cependant qu'il y aura maintenant 49 étoiles pour qu'il se connecte. Madame Tan, étant la gentille personne qu'elle est, a offert à Mofon un livre de cartes stellaires qui lui permettra de libérer temporairement la magie de niveau intermédiaire. Il prend sa gentillesse pour de l'attirance, fantasmant sur ce qui se passerait s'il arrêtait d'essayer de connecter des étoiles et demandait de connecter leurs lèvres à la place. Il en sort brusquement et se demande si la distraction était en fait une épreuve créée par la source sacrée. Ningxu exprime son inquiétude pour Mofon alors que sa famille fuit leur immeuble mais doit se concentrer lorsqu'ils sont rencontrés par plusieurs monstres. Madame Tan a été blessée au cours du processus, mais ils ont réussi à s'échapper et elle ne peut s'empêcher de s'inquiéter pour Mofon. Ailleurs, les hommes en robe révèlent que c'est à cause de l'échec de Yuwag qu'ils devaient agir maintenant et que leur objectif de faire tomber le bâtiment central sera facilité avec l'aide de quelques rats borgnes. Mofon s'entraîne dur, mais est interrompu lorsque le sol commence à trembler. Il sort de la salle d'entraînement pour découvrir que des rats géants attaquent et doit revenir en courant avec le vice-chef d'équipe Lin. Elle active alors une procédure d'urgence qui draine la source et la capture à l'intérieur d'une bouteille. Lin découvre un tunnel caché et explique qu'il est si vieux qu'elle ne sait même pas où il mène, mais ils n'ont pas d'autre choix. Elle leur explique ensuite qu'un groupe appelé l'Ordre Noir a ajouté un liquide appelé Violent Spring dans la pluie et cela rend les monstres fous. La station de Snowpeak, contrôlée par l'officier Khan, a perdu sa garde et elle ne peut que deviner à quel point la situation s'est dégradée dans la ville. Le moment est tendu et lorsque le nez de Mofon saigne, il explique qu'un monstre de rat doit l'avoir entendu. Ils sortent du tunnel et ne savent pas pourquoi il mène à son école, mais oublient cela instantanément lorsqu'ils ont une vue sur l'état désastreux de la ville. Les rues sont envahies par des monstres et nous voyons qu'un groupe d'hommes essaie de se frayer un chemin vers une planque. Cependant, ils rencontrent un monstre qui se nourrit et attire son attention. Leurs efforts pour s'échapper sont complètement inutiles car le monstre les traque rapidement un par un. L'un explique que l'alarme d'urgence de niveau 4 a été déclenchée et Mofon est choquée car cela signifie qu'il y a des centaines voire des milliers de monstres. L'un révèle qu'elle n'a jamais rencontré ce niveau de crise et Mofon ne peut que penser à la sécurité de sa famille. On nous montre alors comment Zanzeya échappe de justesse à la mort. L'homme qui la sauve aimerait aider les autres, mais le groupe décide que c'est trop dangereux et ferme l'entrée du bâtiment dans lequel il se trouve. Il explique qu'ils ne sont toujours pas en sécurité et qu'ils devraient se rendre au marché souterrain car il a une porte plus solide. Mofon indique clairement qu'il doit aller sauver sa famille, mais l'un demande qu'il l'aide d'abord avec quelque chose. Elle lui donne l'eau de source sacrée et lui explique qu'il doit la livrer dans la zone de sécurité. L'un explique que sa position de premier plan dans l'armée rendra évident pour l'Ordre Noir qu'elle a pris le ressort avec elle afin qu'elle ne puisse pas le faire elle-même. De plus, elle est une mage de l'armée et même s'il n'y a plus d'espoir pour la ville, elle doit toujours être là pour la défendre. À lui de ne pas protéger l'eau de la source car si l'Ordre Noir s'en empare, alors la crise s'étendra bien au-delà de leur ville. Mofon refuse car son seul objectif est de retrouver sa famille, mais elle objecte en lui rappelant qu'il n'est pas le seul à avoir des gens qu'ils aiment. Les gardes qui sacrifient leur vie pour les protéger au printemps avaient aussi des familles. L'un elle-même avait perdu sa sœur il y a 1 an, alors qu'elle était en mission vitale. Elle explique qu'ils ont le devoir en tant que mages de protéger les habitants de la ville qui sont impuissants. Mofon comprend maintenant et demande à l'un de protéger sa famille si elle arrive à les trouver dans la ville. Le père de Mofon fait ce qu'il peut pour rentrer chez lui car il ne peut qu'espérer la sécurité de ses enfants. Il récupère le muet bloqué qui veut se rendre dans la zone de sécurité, mais il explique qu'il doit se rendre en ville pour récupérer Mofon. Muet dit qu'il n'y a plus rien qui puisse sauver Mofon maintenant, puisque la source sacrée a été la première zone à être attaquée. Il serait préférable pour eux d'aller dans la zone de sécurité, car Mofon pourrait être là s'il est encore en vie. Mais Singh dit que Muet pourrait soit sortir du véhicule maintenant, soit l'accompagner en ville. À la frontière, l'officier Kong détermine qu'il doit aller défendre la ville, mais Yanzo dit qu'il ira à la place, afin qu'il puisse rester pour regagner la frontière. Mofon arrive à son école pour trouver une barrière affaiblie qui l'entoure. Avec des monstres à chaque coin de rue, les étudiants à l'intérieur n'ont aucune chance de survivre. Bi parvient à sauver Zo, mais doit lui rappeler qu'ils ne pourront pas sauver tout le monde. On leur dit que les étages supérieurs sont envahis par les loups, alors ils décident de se diriger vers le stade. Nous voyons qu'un autre élève ne parvient pas à utiliser la magie sous pression, mais l'autre utilisateur de foudre de l'école parvient à vaincre un monstre. Zhang promet à Yue qu'il les fera sortir et le prouve lorsqu'ils seront attaqués. Cependant, il doit la supplier de s'enfuir lorsqu'il est épinglé par une autre bête. Deuxième loin d'être tué, un coup de foudre émerge repoussant le monstre et nous voyons que Mofon est enfin arrivé. Le monstre s'avère assez fort, mais Zhang baisse sa défense
et Moffon utilise sa rafale de feu pour l'achever. La situation s'aggrave rapidement, alors il se dirige vers le stade où tout le monde semble se rassembler. L'histoire continue alors que nous voyons le groupe de B arriver au gymnase et retrouver les autres survivants. Les membres du corps professoral expliquent qu'ils ne sont pas complètement en sécurité là-bas, mais qu'ils n'ont pas beaucoup d'options puisque nulle part n'est sûr. C'est un désastre de niveau 4 et la capitale est tombée. Un homme se souvient que la zone de sécurité est protégée par une barrière et prévient que rester à l'école n'entraînera que leur mort éventuelle. Quelqu'un fait remarquer que s'ils partent en grand groupe, ils seront sûrement repérés, mais s'il n'y avait que les professeurs, ils auraient au moins une chance. M-Champ explique qu'il est de leur devoir de protéger les étudiants, mais les autres pensent que cela n'a pas d'importance en période de désespoir. Leur solution consiste à former une petite équipe en reconnaissance pendant que les autres suivent et décident de trouver des bénévoles parmi leurs étudiants les plus forts. Ainsi décide le volontaire et nous voyons que Zhang s'inquiète du danger qu'il pourrait avoir à rejoindre le groupe de scoutisme. Cependant, Moffan explique qu'il est bien plus dangereux d'être avec le groupe principal puisque son grand nombre d'étudiants attirera sûrement plusieurs monstres. La grande majorité d'entre eux sont faibles et ne seraient pas capables de se battre. Ils décident donc de rejoindre également le groupe de reconnaissance. L'un est soulagé de voir l'héroïque Moffan et Zhang doit se confronter à la réalité lorsqu'il pense qu'il l'admire. Ailleurs, l'un a du mal à combattre un monstre lorsqu'elle est sauvée par Yanzhu et ils discutent de la façon dont il est évident que les monstres sont l'œuvre de la Curie noire. Ils ne sont pas sûrs du but ultime du groupe, mais savent qu'ils recherchent la source sacrée. Elle explique qu'elle a réussi à extraire la source et la confier à Moffan. Il pense qu'elle a pris la bonne décision puisque personne ne s'attendrait à ce que l'étudiant ait le printemps. Mais Moffan n'est pas encore un mage de niveau intermédiaire et aura du mal à survivre à l'attaque de la ville. Ils se séparèrent ensuite pour retrouver Moffan. Ailleurs, Mesao et Ningxu arrivent dans la zone de sécurité avec sa barrière de protection et elle demande si des élèves du lycée Ski Magic sont arrivés. Ils emmènent son père se faire soigner et lui expliquent qu'il n'y a aucun étudiant, ce qui augmente son inquiétude pour Moffan. Les éclaireurs parcourent la ville et s'étendent pour avoir une meilleure vue. Zhang aperçoit un cyclope alors qu'il se nourrit, mais est choqué de constater qu'il a disparu en un instant. Ils ne peuvent pas le laisser tranquille et décident de le chasser. Les mages du vent ont une vitesse incroyable, alors Monsieur Champ leur demande de prendre les devants. Zhang est l'un d'entre eux et Yu exprime son inquiétude pour lui. Son inquiétude était cependant déplacée puisque l'autre mage du vent est celui qui a été frappé par le monstre. Un cyclope apparaît derrière Yu, mais Moffan parvient à l'étourdir et Monsieur Champ l'achève. Ils sont incrédules devant la rapidité avec laquelle l'un d'eux est mort, et Monsieur Champ explique que c'était de sa faute s'il n'a pas remarqué le monstre, mais Moffan dit que c'était simplement parce qu'ils étaient trop faibles. Monsieur Champ aimerait savoir comment Moffan a réussi à rester calme tout au long de la rencontre, et il explique que c'est parce qu'il avait rejoint les Monster Hunter lors de sa 2e année. Cependant, même après 2 ans de combat, il a toujours peur dans certaines situations. Zhang revient pour rapporter qu'il y a 3 loups borgnes dans la région et l'un des étudiants est heureux d'apprendre qu'il y en a si peu. Cependant, Moffan explique que les loups sont bien plus forts que les cyclopes. Moffan propose un plan dans lequel Zhang devra distraire l'un des loups. Il explique qu'ils sont rapides en ligne droite, mais qu'ils ralentissent lorsqu'ils se déplacent dans des directions différentes afin de pouvoir leur échapper s'il prédit ses mouvements. Le 2e loup sera capturé par Bai, qui tentera de le piéger avec sa glace. Le reste du groupe tentera de tuer rapidement le dernier loup et d'achever ensuite les 2 autres. Moffan explique qu'avec leurs talents combinés, ils seront sûrement capables de vaincre les monstres et tout le monde accepte de suivre ses ordres. Il commence alors à exécuter son plan. Zhang tente de se faufiler sur l'un des loups alors qu'il se souvient des instructions de Moffan. Il se rappelle d'être courageux comme Moffan et réfléchit à la façon dont il approchera le monstre en s'assurant de courir dans des directions différentes pendant qu'il le poursuit. Il se fige un instant lorsqu'un contact visuel est établi avec l'horrible bête, mais s'en éloigne juste à temps. Son talent magique lui sert bien car il parvient à éviter ses attaques, mais cela ne dure pas longtemps car Zhang est frappé. Il se rend compte que la bête utilisait les arbres pour changer de direction, mais ne peut réfléchir longtemps alors que l'attaque incessante se poursuit. Après avoir réussi à l'étourdir pendant un moment, Zhang réalise à quel point leur force est différente et souhaite que quelqu'un vienne l'aider. Il est capable de sortir de cet état d'esprit, mais en se rappelant que personne ne vient et qu'il doit faire son travail pour qu'il ne s'en prenne pas à Moffan et aux autres. Il élabore un plan au moment où le monstre approche et utilise pour la première fois la magie du vent de niveau 3 pour échapper à son attaque. Le monstre lui semble maintenant beaucoup plus lent et avec une confiance retrouvée, il se tourne pour faire face à la bête. Il parvient à le tromper, le regardant se suicider et réalisant qu'ils ne sont pas aussi effrayants qu'il le pensait. Dans la forêt, nous voyons que le loup que Bai est censé combattre marche simplement sur sa magie de glace et il se rend compte qu'il ne pourra pas la geler très longtemps.
Ils décident qu'ils doivent informer les autres et son partenaire demande qu'ils abandonnent tous les deux le groupe. Mais B explique qu'ils n'ont aucune chance de survivre sans les autres. Nous voyons que le reste du groupe parvient à retenir le loup lorsque Zhang arrive ayant désespérément besoin d'une assistance médicale. B arrive alors, mais est suivi de près par l'autre loup qui réduit rapidement l'écart. Mo Fan laisse le loup à moitié mort au reste du groupe et donne un coup de main à B. Il utilise son incroyable combinaison de magie du feu et de la foudre non seulement pour l'arrêter, mais également pour le vaincre. B ne peut s'empêcher de se demander quand exactement Mo Fan est devenu si puissant. Ailleurs, le père de Mo Fan doit arrêter sa quête pour retrouver Mo Fan lorsqu'il a une crevaison. Il craint que des monstres n'apparaissent en réparant le pneu seul et Mui dit que c'est pourquoi il devrait se dépêcher. Sing se débat et demande à Mui de l'aider, mais est surpris de voir qu'il a disparu. L'équipe de reconnaissance est étonnée d'avoir réussi à vaincre 3 loups borgnes et d'attribuer leur victoire aux ordres de Mo Fan. Humble comme d'habitude, Mo Fan explique qu'il n'a pu vaincre seul le loup final en toute sécurité que parce que la magie de B l'a ralenti. Il explique à tout le monde que le travail d'équipe est plus important que tout et que chaque talent sert un but. Des 2 types de monstres qu'ils combattent, le cyclope est le plus facile, mais les loups sont beaucoup plus sauvages et rusés, ce qui les rend extrêmement difficiles à tuer. B explique qu'il le sait déjà et Mo Fan lui dit que son talent est le plus important de tous. Il lui rappelle que son talent doit être utilisé pour protéger tout le monde, mais l'ami de B lui dit qu'il devrait se débrouiller tout seul. Mo Fan montre sa croissance en remettant à sa place la personne qu'il a toujours intimidée. Il dit ensuite à Yue de travailler avec Monsieur Chan et elle exprime des doutes car elle se reproche de ne pas avoir protégé leur coéquipier tué. Zhang l'encourage une fois de plus à avoir plus confiance en elle, mais perd ensuite connaissance. Sa blessure n'arrête pas de saigner et Monsieur Chan explique que c'est dû à l'attaque spéciale du monstre. Les bandages et même les brûlures de la plaie n'arrêteront pas non plus le saignement. La seule chose qui arrêtera le saignement est un médicament spécial et à ce moment-là, Monsieur Chan se souvient qu'une pharmacie se trouve à proximité. Ils doivent se dépêcher vers la zone de sécurité, alors Mo Fan leur dit d'y aller pendant qu'il va chercher les médicaments, mais Zhang attend un moment pour lui demander de ne pas risquer sa vie pour lui. Mo Fan explique qu'ils ont besoin de lui pour s'améliorer, afin qu'il puisse diriger le groupe avec son talent de vent, et que cela ne prendra pas longtemps. Pendant que Mo Fan se dirige vers la pharmacie, l'un des membres de l'équipe utilise la détection de vagues pour déterminer qu'il n'y a pas de monstre à proximité. Zhang révèle qu'il souffre beaucoup, mais est convaincu que Mo Fan reviendra bientôt. Le silence les rend tous un peu fatigués, alors ils avancent avec plus de prudence. Zhang explique que dans la nature, le silence est généralement un signe de danger. Zhu ne comprend pas pourquoi ils sont si inquiets puisqu'il n'y a aucun signe de pas de monstre et la détection des vagues n'en a révélé aucun non plus. Cependant, B sent quelque chose et leur révèle un monstre qu'ils n'ont jamais vu auparavant. B explique qu'il s'agit d'un loup au visage épineux de niveau guerrier. Ailleurs, nous voyons que l'un est en difficulté après avoir sauvé un garçon, mais qu'il est sauvé lorsqu'un autre membre de l'armée arrive. Elle le reconnaît comme étant l'instructeur Yang et il lui explique que le poste frontière a été abandonné. Il se rend maintenant au lycée Ski Magic pour protéger l'élève. Elle reconnaît à quel point il est capable de se déplacer librement puisqu'il est sur son loup et décide de confier la recherche et la protection de Mo Fan à l'armée. Sa responsabilité sera désormais de servir de distraction à la Curie Noire, car il croit très probablement qu'elle possède la source sacrée. Mo Fan arrive enfin à la pharmacie. Il jure de ne pas laisser Zhang mourir, car il garde un bon souvenir de la façon dont Zhang avait parlé de vouloir fréquenter une bonne université et éventuellement de déménager dans une plus grande ville où il pourrait faire des choses plus significatives. Il prévoit cependant de travailler dur pour ne pas être laissé pour compte par Mo Fan, et Mo Fan exprime son enthousiasme car une plus grande ville signifie plus de belles femmes. B explique à l'équipe qu'il existe différents niveaux de monstres. Les plus bas sont les esclaves, ensuite les guerriers et enfin les commandants. Ceux qu'ils ont combattus étaient tous des esclaves, mais ceux de niveau guerrier sont connus comme des tueurs de mages. Ils n'ont absolument aucune chance contre un monstre de niveau guerrier devant eux, puisqu'ils se figeront simplement s'ils le regardent dans les yeux. Et Zhang se demande si Mo Fan pourrait également en rencontrer un. Mo Fan trouve un monstre caché dans la pharmacie, mais est soulagé de voir qu'il a trouvé le médicament nécessaire pour soigner Zhang. Le rat finit dehors, et Mo Fan le regarde se faire dévorer par le loup au visage épineux beaucoup plus gros. Il réfléchit au fait qu'il n'a jamais rencontré de monstre de niveau guerrier et se rend compte que cela devait être si calme parce que les autres monstres s'y cachaient tout. Il se fige alors qu'il regarde dans les yeux du monstre de niveau guerrier et celui-ci écrase tout le bâtiment. B décide qu'ils doivent se dépêcher, mais Zhu dit qu'il devrait ralentir un peu pour Mo Fan. Il explique que Mo Fan est probablement déjà mort et que ceux qui sont en vie doivent avancer. Les autres sont d'accord en disant qu'il n'est pas nécessaire qu'ils meurent également et que Mo Fan aurait voulu qu'ils atteignent la zone de sécurité. À ce moment-là, Mo Fan sort des égouts,
révélant le médicament et expliquant que le risque en valait vraiment la peine. Zhang est guéri instantanément et remercie Mo-Fan. Plus loin, le groupe principal est surpris de voir à quel point l'équipe de reconnaissance s'en sort, mais est choqué de retrouver son coéquipier tombé au combat. Ils reconnaissent le sacrifice que fait l'équipe de scouts et expriment leur optimisme quant au succès de leur voyage. Pendant un instant, nous avons un aperçu de l'état de la ville lorsque l'on nous montre un monstre de niveau commandant. L'équipe de scouts a presque atteint la zone de sécurité et se détend un peu, car plus ils se rapprochent, plus leur environnement est sûr. Mo-Fan regarde la source sacrée et réfléchit à la façon dont il est sur le point de terminer la mission. Ils rencontrent un autre monstre, mais sont soulagés de voir qu'il s'agit de l'instructeur Yang. Ils expliquent qu'ils constituent l'équipe de reconnaissance et qu'ils ont un groupe principal qui les suit. Heureux de voir quelqu'un de l'armée, ils lui demandent de les accompagner jusqu'au bout. Il ne répond cependant pas et explique qu'il cherchait en fait Mo-Fan. Mo-Fan ne comprend pas pourquoi et Yang lui dit de lui donner la source sacrée. C'est extrêmement important, dit-il, et la Curie Noire ne pourra jamais être autorisée à l'avoir, mais ce sera en sécurité avec l'armée. Cependant, Mo-Fan est un peu sceptique et explique qu'il est également en sécurité avec lui. Mo-Fan aimerait le donner à l'officier Kong lui-même et demande à Yang de montrer la voie. Cependant, Yang montre sa vraie personnalité lorsqu'il révèle qu'il a tué plusieurs personnes sur son chemin et que Mo-Fan est le prochain s'il ne lui donne pas la source sacrée. L'histoire continue alors que l'armée fait de son mieux pour défendre la frontière et que l'officier Kong est informé qu'un membre de la patrouille a réussi à survivre à l'attaque dans les bois. Il les a informés que son équipe n'a pas été tuée par un loup-borgne, mais plutôt par un arche-loup de compagnie. Kong ne peut pas croire ce qu'il entend, car il n'y a qu'une seule personne dans toute l'armée qui en possède un. Dans la zone de sécurité, Mesao apprend que la situation devient très chaotique maintenant que plusieurs réfugiés sont arrivés. Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles un grand groupe d'élèves du lycée Ski Magic s'y rendrait, mais la route vers la zone de sécurité devient de plus en plus dangereuse avec le temps. Ningxu les entend et décide d'aller les aider, mais Mesao dit qu'elle ne pourra pas accomplir grand-chose lors d'une urgence de niveau 4. Elle dit que c'est mieux que de ne rien faire, mais il refuse de laisser sa fille unique courir un danger et demande à quelqu'un de surveiller Ningxu pour qu'elle ne parte pas. En dehors de la zone de sécurité, Yang félicite Mo-Fan pour son intelligence, car tous les autres qu'il a tués n'ont jamais compris qu'il était un traître. Mo-Fan avertit tout le monde de rester en retrait, mais Yang explique qu'il ne s'intéresse pas à eux et qu'il le laissera même survivre s'il lui remet la source sacrée. Mo-Fan se rend compte qu'il doit être membre de la Curie Noire et Yang aimerait savoir quand il a commencé à se méfier de lui. Mo-Fan repense à ce qui s'était passé lorsqu'il avait appris que les monstres devenaient fous furieux lorsqu'on leur donnait le violent sprint liquide et se souvenait de la façon dont l'un de ses Archwolves avait perdu le contrôle pendant l'entraînement. Mo-Fan dit qu'il a déjà réussi à tuer l'un de ses loups pour pouvoir recommencer, et Yang fait appel aux bêtes que possède chaque membre de la Curia Noire. L'Archwolf parvient à coincer Mo-Fan, et nous voyons que Zhang se fiche de peur. Heureusement pour lui, il est sauvé par un membre de l'équipe, mais il a du sang sur lui et se retourne pour voir que Yue a été frappé. Zhang est ensuite sauvé par le reste de l'équipe alors qu'ils combattent les autres bêtes. Zhang court aux côtés de Yue et essaie de lui assurer qu'elle ira bien. Elle est cependant heureuse, révélant qu'il a été la première personne qu'elle a pu protéger. Il n'arrive pas à croire qu'elle ait choisi de le protéger plutôt qu'elle-même, et elle explique que c'est parce qu'il est très important pour elle, mais ce sont ses derniers mots. Zhang se moque de Mo-Fan, disant que tous ses amis sont en train de mourir et qu'il ne peut rien faire. Il se concentre cependant sur ses étoiles et parvient à se libérer. Zhang est impressionné et lui propose de lui apprendre certaines choses. Et la leçon d'aujourd'hui est qu'il ne devrait jamais faire confiance à personne. Il réclame à nouveau la source sacrée, menaçant de tuer ses amis. Mo-Fan le sort pour confirmer que c'est ce qu'il veut réellement, mais au lieu de le lui tendre, il commence à le boire. Tout le monde est stupéfait de voir un comportement aussi imprudent et Yang devient furieux. Mo-Fan explique qu'il ne peut plus l'obtenir en menaçant ses amis et qu'il devra le tuer pour cela. Leur combat commence et le développement de Mo-Fan est évident puisqu'il parvient à blesser l'Archwolf. Cependant, il se débat car il y a trop d'ennemis. Et Zhu dit qu'ils doivent les ralentir pour que Mo-Fan ait le temps d'utiliser sa magie. Zhang rappelle à ses monstres d'ignorer les autres puisque Mo-Fan est leur cible, mais il est trop tard. Ses amis les ont bloqués juste assez longtemps pour que Mo-Fan puisse utiliser une puissante attaque de feu qui, combinée à une attaque de Zhu, brûle les monstres à mort. L'Archwolf récupère cependant et Zhang explique qu'il est temps de mettre fin au combat. Ci-dessus, nous voyons que Monsieur Chan sait que si vous tuez le maître, alors son animal de compagnie devient. Il proclame qu'il ne laissera plus ses élèves être blessés et frappe Yang avec une attaque sournoise, tandis que Mo-Fan lance une attaque sur le maître, loup.
Yang révèle qu'il a frappé une bête juste au cas où quelqu'un tenterait de l'attaquer et explique qu'elle est maudite, donc les capacités de Monsieur Chang ne fonctionneront pas dessus. Juste au moment où il semble avoir le dessus, B semble porter un coup mortel. Le combat est terminé, mais Yang souffre toujours alors qu'il tient le corps sans vie de Yue dans ses bras. Mo-Fan est complètement vidé et Monsieur Chang explique que les bêtes noires disparaissent lorsque son maître disparaît. Zhang ne sait pas quoi faire et ne peut que dire qu'il doit devenir plus fort. Yang Zhu arrive et explique qu'il cherchait Mo-Fan, mais constate qu'ils sont arrivés trop tard pour aider ses amis. Les tensions montent quand l'un des soldats voit qu'ils ont tué un autre militaire. Mais Mo-Fan explique qu'il était en fait membre du culte Black Kyria et utilise les flaques de sang noir comme preuve. Ils sont toujours sceptiques, mais décident qu'il serait préférable d'en discuter plus à l'intérieur pendant que quelques-uns restent pour enquêter sur les lieux. Un autre aperçu de la ville montre que les choses sont toujours aussi mauvaises. Un groupe de soldats discute du fait que le nombre de troupes envoyées par l'armée n'a plus d'importance puisque les ennemis sont infinis et que leur plan visant à tuer le monstre de niveau commandant ne fonctionnera pas. Ils se demandent comment tant de monstres ont réussi à se rendre dans la ville sans passer par la frontière et pensent qu'il s'agit peut-être de magie spatiale. C'est impossible cependant puisque même le Black Kyria ne serait pas capable de la prendre et ils décident de faire rapport à l'officier Kong. Cependant, ils sont repérés d'une manière ou d'une autre et avant même de pouvoir bouger, ils sont complètement anéantis en un instant par le monstre de niveau commandant appelé Pterolichus. M-Chan explique au groupe principal qu'ils sont arrivés à la zone de sécurité et que la barrière est toujours levée. Cependant, il ne révèle pas que la majorité de ceux qui y sont parvenus ont dû payer un lourd tribut. Mo-Fan arrive pour parler avec Kong, car on lui dit qu'une autopsie a montré que Yang était bien un espion du Black Kyria. Il est heureux de voir qu'il est toujours en vie, mais Mo-Fan est contrarié d'avoir perdu quelques amis à cause de l'un des subordonnés de Kong. À son honneur, il assume la responsabilité de ne pas avoir remarqué l'espion et demande comment Mo-Fan connaissait la véritable identité de Yang. Il dit qu'il ne savait pas et qu'il était juste prudent en ne lui donnant pas la source sacrée lorsqu'il a finalement révélé sa trahison. Kong dit qu'il peut dormir tranquille maintenant et lui demande de lui confier le ressort. Mo-Fan explique que cela n'a en réalité rien à voir avec la confiance, car il l'a effectivement bu. Cela bouleverse grandement Kong puisque les deux villes en dépendent pour gagner un mage de niveau 2 supplémentaire chaque année. Mo-Fan dit qu'il n'avait pas le choix et que c'était une urgence, mais Kong veut juste qu'il le crache. Mo-Fan les supplie de se concentrer sur la protection de la ville et explique qu'il vaut mieux que le printemps soit en lui plutôt qu'avec le Black Kyria. L'officier Kong se calme et explique que plusieurs escouades ont été envoyées dans la ville et ont réussi à tuer des milliers de loups-borgnes, mais que pour une raison quelconque, d'autres continuent d'apparaître. Il pense que tuer le Pterolichus mettra fin à l'invasion et Mo-Fan ne peut pas imaginer qui serait capable de faire cela. Un soldat explique que Kong est un mage de niveau 3 et son seul espoir de le vaincre. Kong pense qu'il a 50% de chance de le tuer, mais s'ils ne parviennent pas à éliminer les loups, cette chance tombe à seulement 10%. Il reconnaît alors le brillant avenir de Mo-Fan et lui dit de s'assurer qu'il atteigne son potentiel maximum. Kong ordonne alors à ses troupes de se préparer au combat, car elles se dirigeront désormais vers la ville pour vaincre le Pterolichus. À l'hôpital, Zhang met Yue au repos. Il jure de valider son sacrifice en devenant si puissant qu'il protégera la ville et sauvera des milliers de personnes aimables comme elle. Dans la ville, Qin cherche désespérément Mo-Fan, mais ne peut que trembler de peur lorsqu'il est attaqué. Dans la zone de sécurité, Ning Su trouve enfin Mo-Fan et explique qu'elle avait toujours su qu'il était vivant. Mao déteste que sa fille ait fui vers un voyou comme Mo-Fan et pense qu'il a dû abandonner ses camarades de classe pour s'échapper seul dans la zone de sécurité. Mo-Fan en a assez. Il explique comment lui et ses amis ont sacrifié bien plus que lui, même s'il dispose de suffisamment d'argent et de ressources pour faire plus. Ning Su prend la défense de son père, et alors que Mo-Fan s'en va, il ne peut s'empêcher de penser à son père. En ville, l'attaque contre le père de Mo-Fan est stoppée par Ling au tout dernier moment, et il explique qu'il est le père de Mo-Fan au moment où il s'évanouit. On voit alors que Mo-Fan demande à consulter tous les noms des réfugiés dans la zone de sécurité, mais est déçu de voir que son père et sa sœur n'y figurent pas. Il est expliqué qu'un éclaireur a déterminé que les monstres creusaient des tunnels souterrains pour contourner la barrière de la ville. Ils doivent détruire ces tunnels pour empêcher d'autres d'y entrer, mais n'ont pas encore trouvé les entrées. Mo-Fan se souvient de la première fois qu'il a rencontré un monstre rat et de la façon dont il y avait un tunnel dans cette zone. Il explique que même si l'attaque actuelle semble soudaine, il y a des signes d'une invasion imminente qui remontent à plus d'1 an. Mo-Fan pense qu'il devrait contacter les chasseurs de monstres car ils gardent une trace de tous les monstres qu'ils chassent et il devrait être capable de suivre les monstres rats jusqu'à l'entrée du tunnel. Lors de leur rencontre,
Mofan demande à voir le journal de bord du chasseur pour déterminer la fréquence des apparitions des cyclopes. Le capitaine Zuda explique qu'il faudrait beaucoup de temps pour créer des tunnels suffisamment longs pour atteindre la ville depuis l'extérieur de la frontière, et Mofan dit que cela a dû durer bien plus longtemps qu'il ne l'avait imaginé. Les chiffres généraux indiquent que quelqu'un doit avoir comploté cela depuis un certain temps et demandé quelle zone a le plus d'activité cyclope. L'intuition de Mofan s'avère exacte lorsqu'il est révélé que les observations de cyclopes les plus fréquentes ont eu lieu dans les environs de l'école de sa sœur. Le général déclare que les militaires et les chasseurs formeront une équipe spéciale afin de retrouver l'entrée du tunnel. Dehors, Mofan fouille la foule dans l'espoir de retrouver sa famille et est ravi de revoir enfin son père. Il explique qu'il a été sauvé par une fille et quelques chasseurs révèlent qu'ils ont trouvé son père inconscient avec l'un, mais qu'elle est maintenant morte alors qu'elle a sacrifié sa vie pour le sauver. Mofan n'arrive pas à croire qu'elle a réussi à tenir sa promesse et King se met à pleurer quand il pense à quel point c'est dangereux dans les zones où se trouve Anzia. L'équipe de reconnaissance est soulagée de pouvoir enfin se détendre lorsqu'elle constate que les chasseurs de monstres s'apprêtent à quitter la zone de sécurité. Ils ne peuvent pas croire qu'ils feraient cela, mais sont encore plus choqués lorsqu'ils voient Mofan demander de les accompagner. Ses camarades de classe le supplient de rester car il a travaillé si dur pour y arriver et son père arrive pour l'avertir que sa sœur est peut-être déjà partie. Cependant, Mofan dit qu'elle est peut-être encore en vie et qu'elle l'attend quelque part. Il ne l'a jamais déçue auparavant et c'est une raison suffisante pour qu'il y aille. Le général explique que Mofan a fait ses preuves et lui permettra de partir, mais ils ne pourront pas l'aider à retrouver sa sœur puisqu'ils ont une mission importante. Mofan dit que tout va bien, mais veut juste rester avec eux sur le chemin. Dans la ville, nous voyons le groupe avec lequel Zanzia se cache. Plusieurs d'entre eux ont été séparés de leur famille et un homme insiste sur le fait que personne ne viendra les secourir. Il pense que les monstres les trouveront bientôt et qu'ils auront de meilleures chances de survivre s'ils s'échappent de la ville. Cependant, les autres pensent qu'il est impossible d'atteindre la barrière aussi tard dans une catastrophe de niveau 4. L'un des hommes révèle qu'il est un ouvrier expérimenté dans les pipelines et qu'il peut les conduire hors de la ville en utilisant le réseau d'égouts. Le groupe pense n'avoir pas trouvé la solution parfaite, mais on souligne qu'il y a parmi eux une fille en fauteuil roulant et qu'elle ne peut pas bien voyager. Les tunnels sont trop étroits pour qu'un fauteuil roulant puisse y passer et ils prétendent tout impitoyablement que c'est son problème et non le leur. L'autre jeune fille n'arrive pas à croire qu'il puisse être si cruel et propose de porter Zanzia. Cependant, elle décline son offre et lui demande de continuer avec les autres pour ne pas mourir. Zanzia ignore les appels de la jeune fille à la laisser l'aider. Elle lui demande seulement de retrouver son frère Mofan pour lui remettre son bracelet et lui relayer un message lui expliquant sa gratitude pour son amour. La jeune fille dit qu'elle le fera et demandera à Mofan de revenir pour la sauver, mais Zanzia refuse également, demandant à la fille de dire à Mofan qu'elle est morte et qu'il doit continuer à vivre sa vie. La fille part et Zanzia fouille quelques cartons pour trouver une arme qu'elle peut utiliser. Le commandant explique que leur mission sera de retrouver l'entrée du tunnel et de la détruire à tout prix. Ils ont gardé le groupe petit pour éviter d'attirer l'attention, mais ce sont tous des combattants expérimentés. Zudi n'a pas à s'inquiéter, dans le pire des cas, ils mourront tous ensemble en défendant la ville, et même s'ils mouraient, il serait capable de bloquer la moitié de l'entrée avec son corps. Mofan regarde la ville en lambeaux. Il est convaincu que Zanzia est toujours en vie et lui demande seulement de l'attendre. L'histoire continue puisque l'on voit que le groupe de Mofan doit continuer son voyage à pied puisque la route vers la destination est bloquée. L'un de leurs membres éclaire devant eux et démontre son utilisation puissamment efficace de son attaque éolienne. Mofan souligne plus tard à quel point l'expérience du combat sera essentielle pour survivre à leur voyage. L'officier Chan utiliserait alors la magie de niveau intermédiaire et Zuda explique à quel point c'est incroyable. Chan a réussi à geler les monstres, les empêchant de faire du bruit susceptible d'attirer les autres, puis de les écraser presque simultanément. Mofan remarque qu'il aimerait devenir aussi fort, mais il a l'impression que quelque chose le gêne. Zuda dit que les mages ont tendance à atteindre un plateau lorsqu'ils atteignent le niveau suivant et que lancer des sorts prendra plus de temps. Cependant, Mofan réfléchit à la façon dont il peut simplement sauter l'incantation puisqu'il a le livre que Madame Tan lui a donné. Ils entendent des appels à l'aide et Chan doit leur rappeler qu'ils ont une mission importante et qu'ils ne sont pas là pour sauver qui que ce soit. Mofan est le seul à chercher sa sœur, mais les autres doivent ignorer tout le monde. Leur éclaireur revient pour dire qu'ils peuvent continuer, mais s'arrête lorsque quelqu'un meurt devant eux. Il semble qu'il ait tenté de s'échapper par les égouts, mais Zuda souligne que les égouts servent de nid aux cyclopes et que c'est un suicide d'y entrer. En partant, Mofan voit le bracelet qu'il avait offert à Ningxu sur un corps sans vie et se souvient du moment où ils l'ont choisi ensemble.
Il se rend compte que ce n'est pas Ningxu, mais bien son bracelet. Il mentionne son indice à l'un de leurs membres et elle explique que le mort portait un uniforme du supermarché d'un centre commercial voisin. L'agent Chan explique que les égouts ont été vérifiés et que Ningxu n'était pas là, donc elle est peut-être encore au supermarché. C'est toute l'aide qu'ils pourraient offrir, car leur mission doit continuer, et ils se séparent. Le groupe discute de la façon dont elle a dû être abandonnée en raison de son handicap. Ils espèrent qu'elle n'abandonnera pas à cause de cela et se battra assez longtemps pour que Mo-Fan la retrouve. Au supermarché, Ningxu voit qu'elle est entourée et que ses options sont limitées. Un monstre se lance dans une attaque, mais on voit qu'il a réussi à se cacher à temps. Ailleurs, 2 membres de la Curie Noire révèlent qu'ils sont là, car il semble qu'un petit groupe militaire se dirige vers les entrées du tunnel. Ils doivent les tuer, mais décident d'attendre, car la zone vers laquelle ils se dirigent est extrêmement dangereuse et laisseront leur nombre diminuer avant de les achever. Ils déplorent de ne pas avoir pu sécuriser la source sacrée, car cela aurait rendu leur objectif beaucoup plus facile. Ils aperçoivent Mo-Fan au loin, mais l'un d'eux explique qu'il n'a pas besoin d'aide pour le tuer. Mo-Fan échappe de justesse à l'attaque du monstre et se met en sécurité. Le membre de la Curia Noire est surpris de voir que Mo-Fan ne se souvient pas de lui, mais explique qu'il a du mal à se reconnaître alors qu'il révèle son visage défiguré. C'est Tuag et il blâme Mo-Fan pour tout, expliquant que la famille Mu l'avait toujours traité comme un chien et qu'alors qu'il était sur le point de gagner le droit d'obtenir la source sacrée, Mo-Fan l'avait ruiné. Après avoir échoué dans sa mission, la Curie Noire le punit. Même si son visage est méconnaissable, Yuag dit qu'il n'oubliera jamais le visage de Mo-Fan. Il jure de se venger, mais Mo-Fan explique qu'il ne pouvait même pas le battre auparavant. Yuag révèle que Mo-Fan n'est pas le seul à posséder des capacités cachées et invoque plusieurs bêtes noires. Mo-Fan n'a pas de temps à perdre, alors il court, et Yuag explique que ses 2 talents ne sont rien contre ces monstres. Cependant, il reçoit un appel de son partenaire qui lui explique que les supérieurs souhaitent qu'ils aillent à l'école depuis l'arrivée du groupe militaire. Il ne veut pas partir, mais on lui rappelle que la Curie Noire lui fera à nouveau peur si elle découvre qu'il a abandonné ses fonctions. Il laisse ensuite ses animaux de compagnie derrière lui et exprime sa déception de ne pas pouvoir assister à la mort de Mo-Fan. Mo-Fan parvient à échapper momentanément à l'attaque et se rend compte qu'il doit utiliser une magie de niveau intermédiaire s'il veut vaincre les monstres. Il se rend compte qu'il s'est enfui dans une salle de sécurité et voit la situation désastreuse dans laquelle se trouve sa sœur. La frustration s'installe car Mo-Fan sait qu'il sera déchiqueté s'il quitte cette pièce, mais qu'il doit sauver Zanzeya. Il pense à la façon dont les psychopes ont une mauvaise vue et s'appuie sur la détection des chaleurs. Zanzeya parvient à se cacher dans un réfrigérateur et est la preuve qu'elle n'a pas abandonné, ce qui le motive encore plus. Zanzeya ne peut cependant pas continuer à rester à l'intérieur, alors elle essaie de sortir du magasin. Mo-Fan refuse de simplement regarder sa sœur mourir et se dit qu'il doit dépasser ses limites. À ce moment-là, il remarque que son pendentif a commencé à briller et se demande s'il a absorbé l'énergie de la source sacrée. Il se concentre un instant et voit que sa poussière d'étoiles s'est finalement transformée en nuage d'étoiles, lui permettant d'utiliser la magie de niveau intermédiaire. Grâce au livre qui lui a été remis, il n'a plus besoin de faire de casting et commence à décimer les monstres en toute simplicité. Zanzeya ne va pas très bien de son côté alors que les psychopes commencent à se rapprocher d'elle. Elle parvient à distraire et trouve un autre endroit où se cacher, mais ne peut que crier le nom de son frère car elle est à nouveau piégée. À ce moment-là, les psychopes sont engloutis par les flammes et Mo-Fan arrive et découvre qu'elle a un froid glacial. Il la réchauffe et se réjouit lorsqu'elle se réveille. Zanzeya pensait qu'elle ne le reverrait plus, mais il explique qu'il ne l'abandonnerait jamais et lui rend son bracelet. Elle se souvient de la façon dont il lui a dit que le bracelet représentait la place spéciale qu'elle occupe dans son cœur et lui a promis que quoi qu'il arrive, il serait toujours là pour elle. Alors qu'ils sortent, Zanzeya se demande pourquoi les monstres semblent avoir peur de lui et Mo-Fan explique que c'est parce qu'ils savent qu'ils mourront s'ils s'approchent. Elle demande s'il est devenu un mage de niveau intermédiaire, mais il révèle que c'est en fait un don qui lui permet d'utiliser la magie du feu de niveau intermédiaire et lui attribue le mérite d'être la raison pour laquelle il a pu la sauver. Mo-Fan explique que les monstres de niveau esclave sont ceux qui le craignent, mais qu'il y a des monstres de niveau guerrier dans la ville qu'il n'est pas sûr de pouvoir vaincre. Il reste assis un moment et Mo-Fan se demande si le groupe militaire a réussi à détruire les entrées du tunnel. S'ils n'y parviennent pas, tout espoir est perdu. Zanzeya explique qu'elle a remarqué une odeur étrange semblable à celle de la personne qu'elle a vue il y a un an lorsque son camarade de classe a disparu. Mo-Fan se rend compte que l'odeur de marais doit être celle des bêtes noires de Kiria et qu'ils ont dû la tuer après qu'elle ait découvert l'entrée du tunnel. Mo-Fan est désormais certain que l'entrée est proche de l'école
et décide de se dépêcher, mais commence à s'évanouir car il est grièvement blessé. Zanzeya utilise cependant sa magie de guérison et le guérit instantanément. Mofan avait oublié qu'elle était une mage et n'arrive pas à croire que sa sœur soit la première mage dotée de magie de guérison dans toute la ville. Il se demande quelle est la force de sa guérison et demande si elle serait capable de sauver quelqu'un avec un coupe-gorge. Mais elle explique qu'elle ne peut aider personne si proche de la mort. Il se prépare à l'emmener dans la zone de sécurité pour les aider avec sa magie de guérison, mais elle s'inquiète pour lui puisqu'il veut aller aider à détruire les tunnels. Il explique que la ville de Bo est leur maison et qu'il souhaite que sa famille continue à vivre une belle vie. Les monstres ont impitoyablement ravagé leur ville sans épargner personne, et c'est son devoir de mage d'essayer de les arrêter. Elle dit qu'ils ne sont pas assez forts pour vaincre tous les ennemis, mais il explique que s'ils ne peuvent pas fermer les tunnels, la zone de sécurité finira par être attaquée et il regretterait de ne rien faire pour empêcher que cela se produise. Malheureusement, il ne peut pas garantir qu'il survivra, alors il veut d'abord l'emmener dans la zone de sécurité, mais elle refuse et lui dit qu'elle viendra avec elle. Avant qu'il puisse s'y opposer, elle l'arrête et lui dit que si elle ne contribue pas maintenant, elle aura elle aussi des regrets. Il peut dire à son expression qu'elle est sérieuse et accepte sa décision de l'aider. À l'école, on voit que le groupe militaire a trouvé l'entrée du tunnel et miraculeusement, un survivant. Un cyclope lance son appel à l'aide, faisant comprendre à l'équipe qu'elle doit agir vite avant que d'autres monstres n'arrivent. Leur puissance combinée tue facilement le monstre, mais ne suffit pas à sceller l'entrée. Ils doivent y mener leur bataille finale, alors que plusieurs monstres commencent à émerger. Yuan regarde de loin, mais décide que c'est le moment idéal pour intervenir. Zanzeya se rend compte qu'ils ne suivent pas le bon chemin et que Mofan l'emmène en fait dans la zone de sécurité. Il explique qu'il ne peut pas risquer sa vie lorsqu'il rencontre un loup au visage épineux. Ils parviennent à s'échapper et Mofan révèle qu'il en a déjà rencontré un. Cela l'a presque tué et il ne sait pas comment le vaincre. Zanzeya explique qu'elle n'a réussi à s'enfuir que depuis le début de la catastrophe. Mais Mofan a réussi à tracer un chemin vers la sécurité pour ses camarades de classe et a réussi à revenir pour la secourir. Elle admire son courage, mais il explique que même si tout cela est vrai, il y avait quelques personnes qu'il n'a pas pu aider. À l'école, les monstres semblent infinis et les membres de la Curie Noire arrivent pour les narguer parce qu'ils sont faibles. Ils reconnaissent Yuan et il explique que leurs vies seront épargnées s'ils se rendent à la Curie Noire. L'officier Chan lui rappelle que la famille Mu a toujours pris soin de lui, mais il est désormais clair qu'ils ont vainement déployé leurs efforts. Yuan est furieux et il commence tout à se battre. Son partenaire dit qu'ils sont largement en infériorité numérique et qu'ils n'auraient jamais dû venir, alors il s'enfuit. Il est cependant arrêté et Yuan décide de lâcher sa meute de bêtes. Le groupe militaire est cependant trop fort pour eux et la bataille prend fin. Au centre de la ville, Kong et ses troupes arrivent pour affronter les Terralicus. Kong explique que les monstres de haut niveau sont très intelligents et qu'il ne gaspillera pas son énergie à les combattre tant qu'ils n'auront pas vaincu les loups en premier. Ses troupes craignent que d'autres monstres n'apparaissent car elles sont si proches de l'école où se trouvent les tunnels, mais Kong dit qu'elles n'ont pas le temps de réfléchir et doivent simplement se battre. Une troupe explique que Kong devrait leur laisser les foules afin qu'il puisse conserver son énergie pour le Terralicus puisqu'il est le seul à pouvoir le vaincre. Ils demandent à Kong de croire en eux et ils entreprennent de lui tracer un chemin. Un soldat est grièvement blessé, mais il rappelle à Kong qu'il doit avancer. Plusieurs de ses troupes sacrifient leur vie, mais Kong se retrouve finalement face à face avec le Terralicus. Le combat se déroule dans les airs et le monstre semble avoir un grand avantage. Cependant, Kong utilise sa puissante magie du zodiaque pour faire pleuvoir le feu sur la bête et lance une attaque massive. Le combat peut être vu même d'où se trouve Mofan et il comprend que la seule personne capable de ce genre de pouvoir est Kong. Il devient clair maintenant que Mofan n'aura pas le temps d'emmener Zanzeya dans la zone de sécurité. Ce qui est le plus important maintenant, c'est qu'il s'assure que les tunnels soient détruits afin que d'autres monstres ne s'en prennent pas à Kong. Elle dit qu'il vaut mieux qu'ils restent ensemble de toute façon, puisqu'elle préfère être à ses côtés pour qu'ils puissent mettre fin ensemble au désastre. Nous voyons alors que le groupe commence à se demander si leur mission s'est soldée par un échec, au moment même où Mofan arrive enfin. Zuda explique qu'il est impossible de vaincre un loup au visage épineux et supplie Mofan de se sauver car il peut encore avoir un avenir radieux. Mofan explique qu'ils n'ont pas encore perdu et dit aux monstres qu'ils ont suffisamment ravagé sa maison. Il refuse de laisser les monstres sales continuer à faire ce qu'ils veulent et révèle sa magie du feu de niveau intermédiaire. La puissante explosion parvient à la fois à vaincre la bête et à détruire l'entrée du tunnel. Tout le monde est incrédule face à son attaque massive, mais Mofan ne peut que se demander si c'est vraiment terminé.